Vous écoutez Edwige sur Radio Puisalène et c'est comme ça tous les mardis de 14h à 16h pour l'émission spéciale jardinage à consommer sans modération, une avalanche de musique des années 60, 70, 80. Alors soyez au rendez-vous, c'est tous les mardis de 14h à 16h. Bonjour Pascal. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Je suis content de vous retrouver. Malheureusement, la dernière fois, j'ai eu un empêchement et je n'ai pas pu venir au micro et ça m'a bien manqué. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouve tous aujourd'hui. Et du coup, là, pour l'instant, c'est Edwige qui nous fait faux bond, mais la voici qui arrive toujours, sourire aux lèvres. C'est toujours magnifique d'être à l'antenne avec elle. Oui, tu peux rire. Et dis puis... donc, t'as commencé sans Ah moi. bah oui, mais je lui ai dit, j'attendais que la musique se finisse et puis... C'est vrai. Bonjour tout le monde. Bonjour mon petit canard que j'adore, que j'aime, que tu vas nous accompagner jusqu'à... à 16h. À 16h et puis encore après, jusqu'à 18h. 19. Ouais, ou 19h. Ah ben oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est Puisalène. Hein. Puisalène avec tous les auditeurs de Radio Puisalène. Bonjour Pascal. Bonjour, mais je croyais que mardi c'était ravioli. Je vois que ça va aussi, hein, oui, c'est ça la va, forme. Oui, parce que youpi, il fait beau. Il fait pourtant 23-24. On a l'impression qu'il fait une chaleur pas possible. On n'est plus habitué, ça fait du bien. Mais ça y est, les seins de glace sont passés. On est tranquille. Ah là, le jardin, ça va pouvoir y aller là. Oui, c'est vrai. Hein, on est déjà dedans. Hein. Là, on nettoyait, beaucoup de nettoyage quand même. Ouais. Alors c'est vrai, malheureusement, on a connu encore quelques épisodes de gel. Et il y a notamment les fruitiers qui en ont souffert. Oui. Mais là, ça y est, on est tranquille. C'est maintenant qu'on peut vraiment planter ces géraniums, ces impatiences, tout ce que l'on veut. Là, maintenant, il n'y a plus rien à craindre. Hein. Sauf, bien sûr, éventuellement des manques d'eau. Ça pourrait toujours arriver. C'est pour ça que dans le choix de vos plantes, essayez de prendre justement, comme si vous mettez des plantes annuelles, que vous faites des massifs avec, essayez de prendre des plantes qui résistent bien au manque d'eau pour éviter toujours, bien sûr, d'arroser et de consommer de l'eau juste comme ça pour le plaisir des fleurs. C'est agréable, c'est sûr, le plaisir des fleurs, mais l'eau est un bien si précieux qu'il faut préserver. Alors maintenant, c'est bien de le signaler, Pascal, mais il y a des moyens quand même pour justement récupérer l'eau. Oui, alors notamment par exemple si vous avez un talus, un terrain un peu pentu, c'est vrai que bien sûr l'eau va ruisseler. Alors vous pouvez créer comme des petites cuvettes à des endroits pour justement diriger l'eau, essayer qu'elle stagne un peu. Alors vous pouvez renforcer votre cuvette, pourquoi pas avec un treillage en noisetier pour maintenir la terre, pour essayer que ça se maintienne. Mais essayez d'aménager comme ça des petits creux. Après vous pouvez trouver aussi en jardinerie des choses en ciment qui sont toutes faites, qui vont vous aider à faire ces petites cuvettes. Oui. Et puis bien sûr il faut qu'il y ait de la terre et puis après que ça puisse absorber tranquillement. Et donc ces petites cuvettes, ce qu'il faut c'est de temps en temps les biner aussi parce que forcément l'eau qui va ruisseler va arriver un peu violemment et ça va avoir tendance à tasser la terre et finalement vous allez finir par créer quelque chose d'un peu imperméable alors que le but c'est que ces retenues d'eau servent après à l'infiltration, éviter que l'eau ruisselle trop vite et s'infiltre et permettre l'infiltration après dedans. Donc toujours biner un petit peu, casser les croûtes qui vont se faire, mais essayez d'aménager ça comme ça, de maintenir. Ça évitera l'érosion du sol, ça vous gardera un peu plus d'eau, donc ça n'aura que des bénéfices. Ça évitera aussi qu'il y ait de la terre qui aille sur les trottoirs, sur la rue ou qui encombre les caniveaux. Donc c'est un bienfait pour vous et pour la collectivité. Est-ce qu'il y a un autre moyen, un autre système aussi pour récupérer l'eau ? Alors, bien sûr, déjà, c'est tout ce qui peut permettre de récupérer les eaux de pluie, même un petit abri de jardin, une gouttière, et hop, on met un bidon au bout et on a déjà quelques litres qui sont récupérés comme ça. Hein. Les petites bouteilles plastiques retournées et ouvertes, est-ce que c'est bien aussi ? Ça va servir plus pour arroser, mais pas vraiment pour... on récupère pas de l'eau dedans. L'eau. Oui. Non. Bon, bien sûr, il y a toujours le paillage. Le simple fait aussi d'apporter de la matière organique, de l'humus dans le sol, puisque cette matière organique, c'est une éponge en fait. Oui. Donc plus votre sol va être riche en matière organique comme ça, mieux ça va permettre de retenir l'eau aussi lorsqu'il pleut. Mais il ne faut pas que de l'humus, il faut aussi l'argile, c'est ce complexe argile et humus qui permet de retenir à la fois l'eau et également les éléments nutritifs. Voilà.
Et puis effectivement une terre ameublée, une terre un peu qu'on pense abiner par exemple avant qu'il pleuve justement pour qu'il n'y ait pas une croûte pour favoriser l'infiltration, et toujours quand même éviter bien sûr un sol nu, puisque la terre qui arrive sur un sol, l'eau pardon qui arrive sur un sol nu, ça va avoir tendance aussi à tasser plus facilement la terre. On aura donc plus facilement aussi des ruissellements, puisque la végétation va freiner également le ruissellement. Donc toujours éviter un sol nu par rapport à ça. Et puis je vous dis, essayez de choisir. Alors malheureusement, j'ai recherché et j'ai pas trouvé, parce qu'il existe une variété d'impatience. Je trouve que c'est joli les impatiences. Bon, c'est vraiment que de l'annuel, parce que ça craint vraiment le gel, mais c'est une plante qui demande énormément d'eau. Mais il existe une variété d'impatience qui est beaucoup moins gourmande. Alors je ne sais pas si elle est déjà en vente pour les particuliers. Moi je l'avais vue dans des massifs dans une collectivité quand j'étais au jury des villes et villages fleuris, parce que justement je dis au jardinier qui est là, mais vous avez mis là non seulement des plantes annuelles et en plus des impatientes qui sont hyper gourmandes en eau. Il me dit non, là c'est une variété justement qui a été créée et qui est plus résistante. Malheureusement, j'ai pas son nom. J'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé. Mais peut-être que pour l'instant, ce n'est que dans les catalogues professionnels. Je ne sais pas. D'accord. Mais posez la question justement en jardinerie, s'il y a quelque chose. C'est justement en étant aussi consommateur averti, en posant les questions, qu'on finit par nous proposer aussi les produits qui nous intéressent. Autre chose, oui, voilà. Oui. D'accord. Donc là, voilà, ça c'est vrai que c'était très important de le signaler, en ce qui concerne la retenue d'eau. Il n'a pas plu beaucoup, mais le peu qu'il a plu, il faut bien s'en servir, bien l'utiliser. Mais c'est vrai que ça a fait du bien. Là, c'était nécessaire. Mais c'est vrai que malheureusement, rapidement, nous on a des orages, donc si on a c'est pas beaucoup, terre sèche. Puis même surtout, ça va être une pluie très violente d'un seul coup. Ça va raviner, ça va ruisseler. Donc effectivement, tout ce qu'il y a comme récupérateur d'eau, même tout bêtement une bassine. Mais c'est vrai que pensez aussi que si vous avez des récupérateurs d'eau comme ça qui ne sont pas fermés, vous avez les moustiques qui vont venir pondre dedans. Et vous allez avoir toutes les larves de moustiques. Les larves elles-mêmes sont pas gênantes, mais c'est tous les moustiques que ça donne après, et toutes les femelles qui viennent nous piquer. Donc quand vous avez une réserve d'eau, tâchez qu'elle soit fermée, pour éviter, ou alors si c'est dans un petit bassin, vous avez des poissons qui vont manger les larves de moustiques. Oui, aussi. Bon, enfin, on récupère l'eau quand même. Ah oui, c'est dans toujours tous les moyens, on récupère. Et surtout d'ailleurs, même quand il y a des orages, c'est bien si nous on peut retenir de l'eau, parce que toute cette eau qui tombe d'un seul coup, qui ruisselle, ça va aussi engorger tous les systèmes de collecte des eaux pluviales. Aussi. Donc tout ce qu'on peut créer comme retard, c'est pour ça qu'effectivement d'un petit bassin de rétention qui même des fois peut se vider, être complètement asséché, mais quand il y a une grosse pluie, ma foi, on récupère un peu d'eau. Donc ça peut être une bonne idée. C'était de toute façon tout ce qu'on avait autrefois, toutes ces zones inondables. Elles servaient à ça, elles servaient à réguler justement ces pluies violentes, éviter qu'il y ait des inondations. Tous ces endroits où on a imperméabilisé ces zones inondables, où on les a bâtis ou quoi que ce soit, c'est à cause de ça qu'après on a des problèmes d'inondation. Il faut savoir que de toute façon, il faut laisser des espaces justement tampons pour que l'eau puisse s'épancher tranquillement sans causer de gros dégâts. Les zones de marais sont absolument nécessaires pour nous, ne serait-ce déjà pour faire ces retenues d'eau, mais aussi parce qu'il y a une richesse, une diversité écologique, biologique dans ces zones humides qui est très très importante pour nous. On arrose le soir, le matin? Alors, tout dépend de la saison. Maintenant, effectivement, ça va plutôt être le soir pour que l'eau puisse s'infiltrer tranquillement et que les plantes puissent se revigorer pendant la nuit. On le fait le soir maintenant parce que aussi on ne craint plus le gel. C'est vrai que tant qu'on craignait le gel, c'est plutôt le matin, justement une fois qu'il a dégelé, pour que là, dans la journée, il y a généralement moins de risque de gel que la nuit. Mais là, maintenant, les seins de glace sont passés. Effectivement, l'arrosage sera maintenant le soir. Le soir. Si vraiment on tient à arroser, mais tant qu'à faire, on essaie d'éviter. Oui. Je vous rappelle quand même pour les pelouses, on peut choisir et aussi se renseigner en jardinerie pour choisir des variétés de gazon, de graminées, qui sont plus résistantes au manque d'eau que d'autres. Et puis également accepter de temps en temps, quand il fait vraiment très sec, qu'un gazon devienne roux plutôt que vert. C'est bien, ça change les couleurs, comme ça c'est pas monotone. Et bien sûr, toujours éviter de tondre trop ras. Qu'est-ce qu'elle a ta pelouse? Oh, c'est rien, elle est cramée, mais bon, c'est rien. C'est ce que je disais aussi la dernière fois. On peut justement aussi diminuer éventuellement les espaces de pelouse pour mettre des massifs de plantes annuelles.
pas annuelles, pardon, pérennes au contraire, qui elles comme ça sont bien enracinées et savent mieux se débrouiller pour aller chercher de l'eau en profondeur et seront naturellement plus résistantes que ces pauvres petites plantes annuelles. Alors c'est vrai que les plantes annuelles, là c'est vraiment... Je dirais, là, c'est maintenant qu'il faut se dépêcher de le faire aussi pour que justement elles aient le temps d'avoir un système racinaire qui se mette en place dans le sol pour elles aussi être plus autonomes et mieux savoir se débrouiller pour aller chercher l'eau. C'est pour ça aussi que quand on fait des plantations, il faut éviter aussi d'arroser trop longtemps, trop souvent, parce que vous habituez la plante à être paresseuse, à ne pas faire de système racinaire capable d'aller chercher par lui-même l'eau plus loin, plus en profondeur. Oui. Puisque vous lui fournissez l'eau, la nature, par nature, elle est feignante. Oui. Pourquoi s'embêter à faire quelque chose lorsque c'est inutile? Par contre, elle est courageuse et si elle sent que y a un besoin d'aller chercher d'eau, il n'y a pas de souci, elle va savoir le faire. Moi, c'est pour ça que quand je plante, ce que je fais toujours, je fais mon trou, je l'inonde carrément d'eau, je mets en place ma plante, je remets de la terre et généralement je n'arrose pas par-dessus. Et je la laisse se débrouiller avec la réserve d'eau qu'il y a là. D'accord. Et comme l'eau a été mise dans la terre, déjà, ça évite aussi l'évaporation. Et généralement, ça reprend sans aucun souci de faire comme ça. Alors justement, Pascal, là en ce moment, les 5 glaçons passés, on peut mettre tout ce que l'on veut en plantation. Hein. Ah oui, là ça y est, c'est parti. À partir du moment où c'est plus en racine nue quand même, hein, c'est en pot, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça, tout ce qui est engodé, tous les petits plants que vous pouvez trouver, tout ce qui est cucurbitacées, les melons, les concombres, sachant que tout ça c'est gourmand en eau par contre, hein, mais le basilic, hein, parce que le basilic c'est aussi une plante qui craint beaucoup de gel. Oui, là, ça y est, là, vous pouvez le mettre en pleine terre, il n'y a aucun souci. Donc là, maintenant, voilà, on est enfin sauvé. Quand on dit toujours en mai, fais ce qu'il te plaît, oui, attendons quand même que les 5 glaces soient passées. Alors, c'est vrai ce que vous dites, Pascal, le basilic, c'est la seule plante qui a gelé, parce que tout le restant, moi, je l'avais en pot. J'ai un petit peu, on va dire, un petit coin où j'ai toutes les plantes aromatiques. Et le laurier aussi, j'avais un petit laurier tout petit, il a aussi gelé. Oui, il est en pot ce oui, laurier. Il est en pot. Ouais, alors peut-être qu'il est trop jeune, trop petit, parce que sinon les lauriers qui sont bien vigoureux, bien en place, effectivement vont être sensibles au gel et vont griller, mais généralement ils repartent. Mais là, quand c'est un tout petit comme ça, en plus dans un pot, il était petit et il était dans un pot. Je crains effectivement que ce soit difficile pour lui. Là, c'est peut-être des profondis pour ce malheureux laurier. On va le surveiller. Ça peut toujours valoir le coup de mettre le pot dans un coin ombragé, de laisser voir venir, de lui redonner un peu d'eau. Je vous rappelle aussi que ce qui fait que des plantes peuvent mourir pendant le gel, c'est pas forcément que la plante a gelé et détruite par le gel, c'est aussi que la terre gelée fait que la plante ne peut plus boire et que donc elle meurt en fait de soif et pas à cause du froid directement. Ah d'accord. Hein, ça peut être ça des fois le problème. Mais là, effectivement, allons-y, plantons et je vous dis, dépêchons-nous pour que tout le système racinaire se mette en place. Et je vous rappelle aussi que pour aider encore nos plantes à trouver leur nourriture, à trouver l'eau, on peut apporter un peu de terreau mycorhizé, c'est-à-dire un terreau dans lequel il y a déjà les champignons présents qui vont pouvoir ensuite s'associer aux racines de toutes les plantes que vous mettez et qui vont aider ces plantes à se nourrir et à trouver leur eau. Alors, du terreau fait maison, hein. Alors, pour du mycorhizé, les spores des champignons sont bien sûr naturellement dans l'air, mais le mycorhizé, c'est peut-être bien une fois au moins d'en acheter. Ah bon? Et puis de le mélanger, pourquoi pas. Vous pouvez très bien acheter un petit peu de terreau mycorhizé, de le mélanger dans votre compost, parce qu'effectivement, les champignons vont pouvoir se développer. Vous allez faire en fait en quelque sorte une culture de ces champignons, et ça va se multiplier. Et puis après, vous utilisez votre compost mélangé avec un peu de terreau mycorhizé que vous mettez pour vos plantations, et ça va permettre que ces mycorhizes, ces champignons, puissent s'installer un petit peu partout dans le jardin. D'accord. Et puis là c'est pareil. C'est vrai comme c'est là un petit peu la plantation de tout. On peut rajouter du terreau fait maison un petit peu au moment des plantations. Au moment des plantations, bien arrosé, un petit peu de compost et puis voilà. Hein, oui. Je pense que la plante, la fleur ou tout ce qu'on. C'est effectivement souvent ce que je fais dans le trou. Je mets une poignée de terreau. Je mélange plus ou moins avec la terre, puis surtout j'arrose bien et je rebouche mon trou après. Mais sinon, tout ce qui est apport de matière organique, c'est vraiment printemps, mars-avril ou après automne. Là, maintenant, c'est un petit peu tard. Si on veut améliorer sa qualité, c'est toujours faisable, mais c'est plus vraiment la meilleure période de l'année pour le faire.
D'accord. Mais au coup par coup pour les plantations, oui, bien sûr, on peut tout à fait le faire. N'hésitez pas aussi, si vous achetez des géraniums, que ce soit du géranium lierre ou du zonal, à le mettre en pleine terre. Bien sûr, ça se développe très bien en pleine terre. Vous pourrez même être étonné de voir l'ampleur que ces géraniums en pleine terre vont prendre par rapport aux géraniums qui sont dans des bacs. Alors, c'est-à-dire que les géraniums que vous allez acheter en grande surface, dans les, on va dire dans les conteneurs, là, on peut les mettre, ceux-là, on les enlève et on peut les mettre en pleine terre. Oui, alors bien sûr, ils continueront à craindre le gel. Donc, soit vous dites je tente le coup puis je verrai bien si ça résiste. Soit vous les déterrez pour les remettre en pot pour passer l'hiver. Vous pensez qu'il va geler encore ? Ah là maintenant non. Ah bon. Non mais je dis pour l'hiver quoi. Oui. Si jamais, puisqu'il y a certaines personnes qui aiment bien conserver et c'est vrai que ça coûte tellement cher tous ces plants. Alors, on comprend qu'on veuille essayer de conserver. Donc il faudra bien sûr les enlever. C'est pas parce qu'ils sont en pleine terre qu'ils deviennent résistants au gel quoi. D'accord. C'est ça que je voulais dire. Alors après pour l'achat, moi je vais toujours, si je vais acheter des plants, je vais toujours prendre un endroit où ces plantes sont en extérieur. Pas dans un magasin chauffé en lumière artificielle, parce que vous allez créer aussi un choc thermique, peut-être un peu moins maintenant, mais enfin quand même. Moi, je préfère prendre une plante qui était bien habituée à la lumière naturelle, au changement de température jour-nuit, plutôt qu'une plante qui est dans une pièce fermée, éclairée par des néons, avec une température constante. D'accord. Oui, ça c'est vrai qu'il faut savoir. Ça y est, c'est fait, toi, tes petits géraniums, ils sont déjà... J'ai commencé, mais j'ai pas fini. T'as pas fini, mais t'as encore du boulot, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a tellement de travail dans le jardin que... Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, on a l'impression d'être même submergé par tout le travail qu'il y a à faire. Mais bon, allez, un petit coup de nettoyage, on enlève un petit peu on va dire, d'herbe à droite et à gauche, puis on donne un bon petit coup à toutes les plantes qui sont, on va dire, qui sont sorties, que l'on voit là, qu'on découvre. Là, on est en train de voir. Alors bon, c'est sûr, il y en a qui ont gelé, mais alors justement, tiens, question, ceux qui sont gelés, on les retire? Alors, tout dépend du type de plante. Si c'est des types, par exemple, que ce qu'on disait du basilic, des impatiences, des plantes comme ça, c'est complètement terminé. Oui. Ça, c'est de la plante annuelle, elle a gelé, elle a pas fait. Il y aurait que s'il y avait eu de la graine, mais s'il n'y a pas de graine, non, là c'est clairement une plante à bulbe. Bon, je pense pas que les plantes à bulbe aient gelé, mais sinon, il y a le bulbe qui lui aurait résisté. Oui. Là, il n'y a pas de souci parce que il y a eu des gelées, mais c'était quand même pas si fort que ça. Enfin, ça dépend des endroits, bien sûr. Mais... Moi, mon petit Magnolia, il a gelé, mais bon, de toute façon, là, il y a rien à faire. On laisse les feuilles tomber et puis c'est tout. Oui. Le noyer, il a complètement grillé. Oui, complètement. Moi, j'étais content là, cette année. Il y en a un dans mon petit jardin au sud là qui a fleuri, mais ça faisait des années qu'il n'avait pas fleuri. Cette année, il a été couvert de fleurs. Il est pas grand. Il fait peut-être 40 cm de haut. Ah oui, quand même. Il se développe pas beaucoup. Oui. Mais alors, il a beaucoup fleuri cette année. J'ai été agréablement surpris. Bon, il a bien gelé. Bon, tout marron. Clac. Ben voilà. Des fois, on fait des sacrées découvertes qu'on va se balader un petit peu. Mais voilà. Mais bon, on peut quand même encore le laisser en terre. On sait jamais. Oui. Je vais le laisser en terre pour l'année prochaine. Je pense qu'il va reprendre. Il n'est pas. C'est pas garanti, mais je sais que moi j'avais eu la bonne surprise avec des fusains. Par exemple, le fusain doré. L'hiver où il avait gelé vraiment très très fort, tout paraissait grillé, et j'en ai qui sont repartis. Alors bon, ça c'était pas gênant parce qu'ils étaient petits, mais c'est vrai que quand c'est dans une haie, on n'a pas forcément la patience d'attendre que ça reparte parce que ça fait un gros trou dans la haie. Oui, ça c'est vrai. C'est ça qui peut être gênant. Alors, là, Pascal, on sème, on peut semer, on plante, toujours on s'aimer. bine, on nettoie, y a plein, oui, c'est sûr que là, il faut pas se laisser envahir par les plantes indésirables. Il faut vraiment y aller quasi au jour le jour, si on veut pas que ça soit trop une corvée. Et puis surtout pour ne pas se décourager, on se dit voilà, je vais nettoyer cette zone-là. On regarde pas tout ce qu'il y a parce que sinon, si on voit l'ampleur du boulot, on dit je mettrai ça à demain. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai parce que bon, quand on a un grand terrain, un grand jardin, oui, il y a du travail, il y a du boulot. Mais c'est vrai ce que vous dites. Allez, je fais ce petit coin-là aujourd'hui. Voilà. Et au moins, on a la satisfaction de voir le travail fini. Oui. Et on se dit on peut se dire voilà, je suis content. Là, j'ai fait cet espace-là, il est propre, je peux passer à un autre. Oui. Et puis une fois que j'ai désherbé, pourquoi pas penser aussi à pailler pour être moins embêté pour un prochain désherbage et pour conserver l'humidité dans le sol. Du paillage, c'est ce qu'il y a de mieux.
C'est-à-dire de la paille. Alors, on prend paillage. Alors, c'est devenu un terme. Et un paillage peut être fait avec beaucoup de choses, puisqu'il peut être fait aussi bien d'ailleurs avec des végétaux qu'avec des minéraux. Vous pouvez faire un paillis avec des bris d'ardoise, par exemple. Oui. Ça fait très joli d'ailleurs, ça fait un bleuté. Ça coûte cher, non? Je pense, oui, soit vous l'achetez, soit vous avez un vieux bâtiment qui s'est écroulé et puis vous avez des ardoises. Mais voilà, des morceaux de briques, des galets peuvent servir. Alors, bien sûr, quand vous mettez comme ça des minéraux, faut penser aussi que ça va beaucoup chauffer et que ça peut aussi réverbérer les rayons du soleil. Donc, on va plutôt mettre ça avec des plantes qui sont vraiment faites pour être aussi au soleil et à la lumière, qu'elles ne risquent pas de griller, soit à cause de la chaleur qui est maintenue par ces minéraux, soit par la réverbération, justement. Parce que c'est vrai que si vous mettez de l'ardoise, une couleur foncée, forcément, ça va concentrer la chaleur, hein. Ah oui. Donc c'est pour ça que par exemple de le faire dans un massif autour de lavande, là c'est pas un problème puisque la lavande elle aime bien un terrain sec, elle aime bien la chaleur, le thym aussi par exemple. Mais je ne ferai pas ça par exemple j'allais dire autour d'hortensia. Alors pour l'hortensia, on peut en enterrer de l'ardoise justement pour le donner un peu bleuté. Puis c'est vrai que le feuillage recouvrirait un peu, mais j'aurais un peu peur justement peut-être d'une réverbération. C'est-à-dire que si le feuillage recouvre bien l'ardoise, encore ça va. Le côté positif que j'y verrais, c'est que cette couleur foncée, dans des périodes un peu plus fraîches, pourrait maintenir un peu une douceur, puisque l'hortensia, c'est quand même une plante qui aime bien un climat tempéré, un climat océanique, donc un climat où il ne gèle pas, où il fait rarement froid. Oui. Mais donc on a ces paillages minéraux, et puis bien sûr les paillages végétaux, où là, vous pouvez le faire avec tout ce que vous trouvez. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter un paillis. Vous pouvez très bien le faire avec ce que vous trouvez, même avec vos tontes de pelouse. Sauf que là, bien sûr, il faut toujours attendre que l'herbe ait séché un peu avant. Vous laissez... parce que sinon ça va pourrir. En fait, ça va faire un purin et ça va même étouffer le sol. En fait, ça va se tasser, se compacter. Donc, faut laisser sécher cette herbe tondue au moins 2 jours. Et puis après, vous pouvez utiliser ça en paillage. Et là, souvent le paillage, on dit qu'il faut bien mettre dans les 10 cm. Là, les tontes de pelouse, faut mettre beaucoup moins. Faut mettre 3-4 cm, mais pas plus, toujours pour éviter, parce que même s'il pleut, pour éviter que ça se tasse, que ça étouffe le sol. D'accord. On rappelle que le but du paillage, c'est quoi? C'est pour maintenir l'humidité, pour éviter aussi qu'il y a des herbes qui poussent. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut tenir compte. Hein. En fait, voilà, ça a plein d'avantages. Oui. Parce que ce paillage, déjà, effectivement, lorsque vous le mettez, va protéger le sol des variations de température trop violentes, va permettre de maintenir un peu l'humidité. Alors ça va être aussi un abri pour des animaux, certains que l'on souhaite, d'autres qui sont peut-être un peu moins désirables, mais là c'est aussi pareil, il y a un équilibre qui finira par se mettre en place. Les feuilles mortes, est-ce que c'est bien pour un petit paillage? Oui. Éviter bien sûr des feuilles de plantes qui sont malades. Oui. Mais effectivement les feuilles mortes. Moi c'est ce que j'utilise par exemple même en hiver quand je recouvrais les fuchsias, j'utilisais des feuilles mortes. Oui. Je les recouvre même plus maintenant les fuchsias, mais sinon c'est ce que j'utilisais. Donc le paillis va servir aussi d'engrais puisqu'il va se décomposer très lentement. Oui. Donc c'est l'intérêt aussi, c'est que sa décomposition est très lente, donc ça va apporter lentement aussi de la nourriture dans le sol. Et puis ça participe donc à l'équilibre biologique puisque vous avez toute une chaîne alimentaire qui va pouvoir se créer dans ce paillage. Alors, ce que l'on dit aussi, justement, c'est comme il y a des champignons qui se développent dans le paillage, qui vont décomposer, c'est que notamment sur des plantes, par exemple, si vous mettez en ce moment des annuelles, le paillage risque des fois de rentrer en concurrence avec ces plantes-là, parce que les champignons qui vont se développer dans le paillage sont très consommateurs d'azote aussi. Et donc, ils vont être un peu en concurrence avec les jeunes plantes qui, elles, n'ont pas non plus encore un système racinaire trop développé pour trouver facilement de l'azote. Donc ça peut être... C'est pour ça que dans certains ouvrages, vous verrez qu'on recommande de faire un apport d'azote lorsqu'on fait un paillage. Je dirais éventuellement oui, uniquement dans le cas où c'est une jeune plantation et que vous mettez un paillage en même temps. Si c'est une plantation ancienne, que les plantes ont un bon système racinaire, je vois pas l'intérêt d'apporter de l'azote en plus. D'accord.
Et à ce moment-là, pourquoi pas aussi, si vous avez un peu de luzerne, de trèfle, vous fauchez ça et vous l'apportez dans le paillage. Ça, c'est riche en azote aussi. Alors là, côté jardin, il y a énormément de travail. Il y a une priorité dans le travail ou alors je dirais non, c'est un peu fonction de vos sensibilités. Si vous êtes plus potager, ornement ou fruitier. Oui. Mais c'est vrai que là, on est effectivement en plein boom, dedans. On est en plein dedans. C'est la renaissance, c'est normal. Bien sûr, ne pas oublier, si vous aviez encore des arbres ou des arbustes à floraison printanière, ne pas oublier de les tailler là maintenant. C'est vraiment là maintenant, c'est urgent de le faire là. C'est-à-dire de quoi il faut tailler tout ce qui est forsythia, oui, c'est vrai. Les cassifleurs, tout ce qui aura pu fleurir. Dès que c'est le lilas, dès qu'il aura défleuri, tout ça, c'est dès la fin de la floraison qu'il faut tailler, parce que vous avez des nouveaux rameaux qui vont se mettre en place avec les bourgeons floraux. Donc si vous attendez trop longtemps pour tailler, vous allez couper ces bourgeons floraux et vous n'aurez pas de floraison. Vous n'allez pas tuer la plante, simplement c'est vous qui n'aurez pas de fleurs l'année prochaine. C'est vrai qu'on n'y pense pas, ça va le temps passe tellement vite, on se dit tiens, on est passé, on n'a plus de fleurs, donc il faut le faire. Là c'est le moment encore un petit peu quoi. Sauf si par exemple dans une haie mélangée, vous avez des arbustes qui fleurissent et que vous laissez aussi, vous voulez voir les baies, c'est-à-dire les fruits, la fructification de ces arbustes se former, parce que c'est vrai qu'il y a certains arbustes qui vont vous donner des baies de couleur. Il y a des baies blanches, il y a des baies violettes, il y a des baies oranges. Donc après, ça peut vous faire une haie très jolie aussi en automne avec toutes ces couleurs de baies. Et ces baies sont aussi une source d'alimentation pour des animaux. Donc ça, voilà, il faut contrebalancer. Si vous avez juste un petit arbuste isolé qui est là vraiment uniquement pour l'ornement que vous voulez voir fleurir, vous le taillez maintenant. Si c'est dans une haie mélangée et que vous voulez cette haie colorée aussi à l'automne et que vous avez le souci de nourrir des animaux, vous taillez très légèrement pour laisser quand même quelques fruits se former. Alors, c'est vrai que dans le jardin, allez, on nettoie, on fait toutes ces choses-là. Maintenant, côté, on va dire, le naturel des choses, c'est les animaux, les fourmis, les pucerons. Qu'est-ce qui peut encore, le dorifort, sur les pommes de terre, c'est quoi encore qu'est-ce qu'on peut avoir, les petits bestioles qui sont y a les cicadelles, plus ou moins, on va dire, le jardinier n'est pas très content quand il y a ce genre de choses. Alors c'est bien justement de parler des fourmis et des pucerons en premier, puisqu'ils sont très liés en fait. Et oui. Vous savez que les fourmis en fait font élevage de pucerons et donc les protègent de leurs ennemis. Alors pourquoi donc les fourmis élèvent les pucerons? C'est parce que les pucerons donc ils ont ce qu'on appelle un rostre, donc un instrument qui leur permet de piquer la plante pour aller puiser la sève, mais en fait ils ne digèrent pas toute la sève. Et il y a une partie de la sève qu'ils vont excréter directement, donc ça fait un jus sucré dont les fourmis sont friandes. Alors non seulement ces pucerons vont affaiblir les plantes en pompant la sève, éventuellement ils peuvent introduire des virus ou des bactéries dans la plante en la piquant, et puis aussi leur miella, s'il reste longtemps sur la plante, peut permettre à des champignons de se développer. C'est la fusariose. Donc c'est vrai que ces pucerons, c'est pas forcément trop nos copains, et il y en a plein de sortes différentes. Oui, parce que ça détruit le puceron. Ah oui, c'est vrai, ça peut vous tuer une plante quand il y a une invasion. Vous avez des plantes qui peuvent en mourir, tout à fait, parce qu'elles sont complètement épuisées, complètement affaiblies. Donc ce que l'on peut faire déjà, c'est justement empêcher les fourmis de protéger ces pucerons et de les élever. Donc sur les arbres fruitiers, c'est mettre des bandes de glu, des bandes collantes. Comme ça, les fourmis, lorsqu'elles passent, elles vont se coller dessus. Ça, alors, c'est côté nature. Oui, c'est bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits chimiques, quoi. Oui, voilà. C'est un peu barbare. C'est plus naturel. Ça peut paraître un peu barbare, mais bon, voilà, il n'y a pas de produits chimiques diffusés. Alors, il vaut mieux prévoir sur le tronc des arbres, comme ça, de mettre 2 bandes, l'une au-dessus de l'autre, un petit peu espacées. Parce que vous savez que les fourmis sont très travailleuses et très courageuses. Elles sont très malines. Et lorsqu'il n'y a qu'une bande, ou lorsqu'elles rencontrent la première bande, en tout cas, elles peuvent être tentées de dire « Ah, il y a un obstacle là ». Eh bien, c'est pas grave. Nous, ouvrières, on va construire un pont. Et elles peuvent être capables, même avec des petits morceaux de brindilles, par exemple, de fabriquer une sorte de pont pour passer au-dessus de cette bande de glu. Ah oui.
Alors, elles ont vraiment pas Internet ou la télévision. Hein. Elles ont vraiment rien à faire. À penser à ça. Hein. Donc elles sont capables de franchir la première bande. Après, s'il y a une deuxième, là vous risquez quand même plus de les décourager, de dire oh non encore un truc, et puis pourvu qu'on n'en ait pas encore un autre derrière. Donc là, vous avez plus de chances qu'elles abandonnent en mettant au moins deux bandes collantes autour de votre tronc, bien sûr sans interruption. Si vous laissez un petit espace, là les fourmis elles vont trouver le couloir et elles vont passer. Hein. Donc là on fait une bande, on laisse un espace et on met oui c'est ça. Et on remet une autre deux bande. anneaux Voilà, sur le tronc. d'accord. Tout simplement. Ça peut être intéressant pour les arbres fruitiers. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que les fourmis, les pucerons, se mettent un petit peu ailleurs aussi. Hein. Je pense qu'on les a aussi sur les pucerons sur les rosiers, non? Ah oui, bien sûr, oui. On a. Alors le vieux truc qui peut toujours marcher aussi, c'est un mélange d'eau et de savon noir. Vous pulvérisez. J'ai jamais osé le savon noir. Oui. D'accord. De l'eau savonneuse, savon noir. Savon noir, je vais le noter. Hein. Ça peut les faire fuir, ou l'eau vinaigrée aussi, tout simplement. Ah, de l'eau vinaigrée aussi, Oui, pareil, vous pulvérisez de l'eau vinaigrée sur la plante. Ah, d'accord. Après, ça peut être des huiles essentielles, et puis aussi le marc de café par son odeur. Oui. Donc l'intérêt, c'est que par son odeur, il va faire fuir comme ça des insectes ou les dérouter. Et puis en même temps, c'est un engrais, puisque c'est une matière organique en fait que vous déposez là et qui se décomposera lentement. Et le marc de café, il y a certains vers, notamment des vers de compost, qui en sont très friands. Donc ça peut être aussi un moyen d'accélérer aussi dans un compost, de faire fuir certains insectes et par contre de faire venir certains vers qui vont aider à la dégradation dans votre tas de compost. D'accord. Alors après, il y a aussi des fois des fourmis qui vont venir vous embêter sur des plantes en pot. Donc là, le but, ça va être de les empêcher de monter dans le pot pour aller vers la plante. Alors un obstacle que vous pouvez faire sur le bord du pot, c'est un mélange d'alcool et de talc. Vous allez faire une sorte de pâte que vous allez étaler sur le pourtour du pot, donc sur le haut. Et ça, généralement, ça les freine bien. Donc vous prenez de l'alcool à 60 ou à 60 degrés ou à 90 degrés. Truc et astuce. Un peu de talc. Et puis cette pâte, vous la mettez là. Et normalement, ça les éloigne. Alors rien n'empêche de faire un mixte. Vous pouvez très bien dans votre pot, de toute façon, mettre aussi un peu de marc de café, puisque de toute façon, ça fera aussi de l'engrais. Oui. Donc voilà, vous pouvez. On peut choisir, c'est bien. Ou faire plusieurs choses en même temps ou les unes après les autres pour dire je vais diversifier mes manières de lutte, parce que comme ça, si jamais ils commencent à s'habituer à quelque chose, il y a un nouvel. Aussi, ils peuvent. Alors le savon noir, l'eau vinaigrée et puis le marc de café, et puis dans un pot de fleurs. Le marc de café. Et sur un pot de fleurs, on peut faire comme ça un bord, une pâte avec de l'alcool et du talc. Alors, Pascal, 03 44 75 3000, on va rappeler le numéro de téléphone si les auditeurs nous écoutent, s'ils veulent poser une question. Le temps à nous, mon petit bicounet, qui est en train de dormir. Non, je ne dors pas, je vous écoute. Oh, j'aime bien sa voix. Alors je crois que Laure, cet après-midi, tu nous mets les Pascal à l'honneur, parce que c'est demain. Eh oui. C'est qu'est-ce qu'on m'a demandé de mettre. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé. Oh, c'est magnifique. Tu trouves toujours. Tu sais que tu aurais pu faire une carrière magnifique dans la police. Ah oui. Ah, c'est un amour. Hein. Alors là, c'est deux petites musiques que tu nous mets. Alors c'est Pascal Danel avec La plage romantique et Pascal Obispo avec Tomber pour elle. Un grand bol d'air pur avec Puisalène FM. Faites le plein de musique avec Radio Puisalène. Eh ben oui, on va le faire, ce plein de musique. Hein. Ah oui. Alors là, c'est l'anniversaire. Vous pouvez et vous avez encore de la place. Hein. 03 44 75 10 97. Dépêchez-vous. Ne tardez pas, car c'est vrai que les places vont très très vite. Si vous voulez être dans les premiers, bon malheureusement non, parce que c'est vrai que la salle de Tracy-le-Mont est à 250 personnes. Donc là, c'est vrai qu'il est quand même temps et le moment de le faire. Voilà. On va parler, les chansons d'amour, chansons de toujours. J'étais en train d'évoquer
demain, que c'était la Saint-Pascal. Mais oui, demain c'est la Saint-Pascal. C'est pour ça que j'ai demandé alors Et entre fin limier. on peut le fêter la veille de la fête. Ah bon, c'est Oui. autorisé. Oui, c'est autorisé. Oh, c'est bah pas alors, comme si les c'est autorisé. c'est pas comme les anniversaires. Les Bonne- fêtes, ça se fête la D'accord. veille. Donc là, bonne fête Pascal. Bonne Oh, fête qu'est-ce- Pascal. Moi, j'aime votre Avec des gros spontanéité. bisous. Avec de gros bisous aussi, hein, c'est vrai. Hein. Alors, c'est pour ça que j'ai souhaité, justement, c'était l'occasion aussi, je crois qu'on entendra Pascal Sevran, et Oui. puis Dalida, c'est une occasion aussi de leur rendre hommage, puisque tous les deux sont décédés au mois de mai, pas la même année. Oui. Pascal Sevran a écrit pour Dalida, Pascal Sevran a chanté aussi ses propres chansons. Donc voilà, là, effectivement, je me suis dit, si on fêtait les Pascal, surtout qu'au niveau des jardiniers, il n'y a que des Pascal qui viennent à l'antenne, Oui, c'est vrai. C'est vrai. donc C'est vrai. nous sommes incontournables. Ah ben nous, on va fêter On va- la fête à Ah, Pascal, Pascal Antini, bah hein. bien sûr, avec Là, des gros là, il y a- bisous aussi à Il lui. n'y a pas photo, on lui fait de gros bisous. Pascal Antini qui qui est était- avec nous dimanche. Voilà, on va en parler. Deux petits mots, Ah oui. justement. Dimanche, il y avait la bourse échange, on va dire, avec des fleurs, des plantes, et Monsieur Pascal Antini, on va dire Tomate, Monsieur Tomate. Beaucoup de personnes l'ont appelé comme ça. Il était là, il était avec nous, et c'est vrai que c'était une journée. En plus, il faisait beau. C'était une très très belle journée. Bon, maintenant, On a eu du monde, c'est bien. Les gens, même pour notre première bourse aux plantes, on était très satisfaits. non, mais c'est une très belle initiative, effectivement, que Puisalène ait décidé d'organiser un troc plante, puisque ça va tout à fait dans la droite ligne, effectivement, de tout ce que nous disons. Donc ça montre qu'une radio, ce n'est pas que de la parole, ce sont des actes aussi. Et ça, c'est très plaisant. Alors, si on revenait un peu à nos fourmis. Ah oui, mais oui. Parce Paraît que- qu'elles sont très intelligentes, les fourmis. Et très utile aussi. Ah, vous aurez remarqué, bien sûr, de toute façon, c'est notre philosophie, on n'a pas envie d'utiliser des produits chimiques, mais aussi, il faut se rappeler que ces fourmis, elles sont utiles au jardin, comme beaucoup d'animaux de toute façon. C'est après, effectivement, lorsqu'il y en a à foison, que ça peut devenir gênant, mais il faut penser que les fourmis, ce sont aussi des nettoyeurs. Donc, et elles vont notamment supprimer des petits cadavres. Donc ça peut éviter aussi qu'il y ait des maladies qui s'installent par ce biais-là. Ah oui, c'est vrai qu'elle se met sur comme vous dites, les petits cadavres et elle les dévore. Oui, voilà, elle les Ouais, découpe, ouais. elle les dévore, Ouais, elles vont ouais. emporter dans la fourmilière. Donc ça évite comme ça que ça fasse une pourriture sur place. Elles peuvent s'attaquer aussi aux chenilles. Donc ça va aussi permettre de réguler la population de chenilles. Elles s'attaquent à des vers, à des larves, même à des araignées. Donc il en faut des chenilles alors. Des fourmis. des fourmis. Oui, oui, bien sûr. Hein. Elles peuvent s'attaquer également à des mouches, aux cloportes. Donc, elles vont faire du travail. Hein. Mais les araignées font aussi du travail et sont également intéressantes. Hein. Mais voilà, il faut rappeler qu'effectivement, chacun a sa place, chacun a son rôle, et qu'il ne faut pas voir les fourmis que comme des méchantes petites bêtes qui nous envahissent. On les laisse, les Et fourmis, qui on nous n'y touche pas. Il y a que les pucerons, hein, qui là, par C'est-à-dire contre. que les fourmis, on va essayer de les éloigner de certains endroits Oui. ou d'éviter qu'il y en ait trop non plus, parce que c'est vrai que par exemple, si elles montent dans les fruitiers, là, elles peuvent se mettre aussi à dévorer des fruits. Donc ça devient un petit peu plus gênant malgré tout. Donc voilà, on régule les populations, on essaie de les faire fuir des endroits que l'on veut protéger, mais les faire fuir, mais ne pas mettre de produits chimiques. Alors, les faire fuir. Ça peut être par des essences naturelles, ou alors ça peut être faire fuir ou mettre du piège, comme on l'a vu avec les bandes collantes sur les fruitiers, quoi. Oui, Mais pas de produits chimiques qui vont Oui. se diffuser dans l'eau, dans l'air. d'accord. C'est ça surtout. D'accord. Alors, donc, on avait dit que nos petites fourmis, elles aimaient en fait coloniser, enfin élever carrément les pucerons, puisqu'on sait que même elles sont capables de les emmener à l'abri dans la fourmilière comme si c'était l'étable. Hein. Mhm. Alors ces pucerons, il y a vraiment beaucoup de sortes de pucerons en fait. Vous avez par exemple le puceron vert du pêcher, et lui c'est vraiment un parasite majeur du pêcher. Le problème aussi de ce puceron du pêcher, souvent les pucerons, vous avez remarqué qu'il y en a qui ont des ailes et qu'il y en a qui n'en ont pas. Très souvent, les ailes chez les pucerons vont apparaître lorsque la colonie est devenue trop importante et qu'il est nécessaire de migrer pour aller trouver à manger ailleurs. Et donc, le puceron du pêcher
lorsqu'aussi ces colonies deviennent trop importantes, il va aussi avoir des formes avec des ailes et qui vont aller sur d'autres arbres fruitiers, qui peuvent aller notamment et qui peuvent aussi également aller vers les légumes. C'est-à-dire que le puceron du pêcher va pouvoir s'attaquer à la pomme de terre, au poivron, à la tomate, qui, entre parenthèses, sont des plantes de la même famille. Mais également le melon, les laitues, les chicorées, les carottes. Donc, il faut... Là, il faut faire quelque chose. Il faut les empêcher. Toutes ces plantes-là, c'est ce qu'on appelle des hôtes secondaires. De préférence, il commencera toujours par le pêcher, mais après, la faim aidant, il va aller coloniser d'autres endroits. Donc c'est un puceron qui est vert clair à vert jaunâtre. On le connaît bien celui-là en fait. C'est un puceron qu'on voit très souvent. Dans nos jardins. Oui. Et alors en plus, bien sûr, il peut être vecteur de virus. Donc apporter des maladies aux plantes, notamment aux pêchers et aux pruniers, qui sont des arbres fruitiers de la même famille eux aussi. Il peut même les chrysanthèmes ou provoquer la mosaïque du concombre, attaquer aussi le dahlia. Comme je vous l'avais déjà dit, il ne faut pas oublier que les plantes étant des êtres vivants, elles aussi peuvent être attaquées par des virus et des bactéries. Et le puceron est un vecteur. En piquant la plante par son rostre, il peut apporter ce virus. Alors là, c'est par rapport, c'est pareil. On se dit tous les ans, on a affaire aux pucerons, à toutes ces petites bêtes dans le jardin. C'est par rapport au temps. Oui, alors de toute façon, ils ne vont pas trop aimer la pluie, donc c'est vrai qu'ils vont mieux se développer par un temps sec. Oui. C'est pour ça que même pulvériser sur une plante, il vaut mieux y mettre un petit peu de vinaigre, c'est encore plus répulsif, mais ça peut déjà aussi les éloigner. On peut déjà commencer à le faire, alors s'il y a puceron, avec du vinaigre. Oui. Un petit Après, peu. Donc tu peux faire ça, mon petit canard. Je dirais que je me suis jamais gêné. Là, c'est sans produits chimiques. Quand vous avez effectivement, 2-3 centimètres de pucerons autour d'un bouton de rose, là, avec les doigts, je me gêne pas pour les écraser. Des profondis, les malheureuses bêtes. Vous vous rendez compte de l'aveu que je viens de faire? Oui, ça c'est pas bien, mais bon, c'est. Mais au moins j'ai régulé la population et j'ai pas utilisé de produits chimiques. Oui. Sinon, il n'y a plus de rose, il n'y a pas de rose. Voilà. Et par contre, ce qui est bien, c'est de les enlever parce que on a vu tout à l'heure que leur miella, cette partie sucrée, si ça reste sur la plante, ça peut favoriser le développement d'un champignon, la fusariose. Oui. Et si le puceron est sur un bouton de rose, il est aussi sur toutes les boutons de rose? Ah bah oui. Alors, des fois, on voit quelques boutons qui sont quand même beaucoup plus colonisés. Mais on peut passer en revue et puis éliminer comme ça les pucerons. Alors sinon, bien sûr, il y a leurs ennemis naturels, qui sont d'autres insectes, comme bien sûr la coccinelle, que l'on connaît bien, et surtout la larve de la coccinelle. On n'en a pas beaucoup de coccinelles, on n'en a pas beaucoup. Là, peut-être pas encore beaucoup, puis ça dépend des endroits, mais j'allais dire là surtout, apprenez à bien reconnaître la larve de coccinelle, parce que ça ne ressemble absolument pas à une coccinelle, et c'est vraiment un insecte bienfaiteur pour le jardin. Et c'est vrai que ça a un aspect qui est pas terrible, c'est pas forcément une jolie bête. Donc des fois, comme bien souvent malheureusement, face à l'inconnu, on attaque. Apprenez à bien reconnaître ces larves. En plus, comme il y a différentes espèces de coccinelles, toutes les larves n'ont pas la même couleur, exactement le même aspect, pour surtout ne pas détruire ces larves de coccinelles, qui sont vraiment un bienfait. Mais donc, vous avez aussi les cirphes et les chrysopes qui s'attaquent aux larves de coccinelle. Les cirphes, c'est cette mouche qui ressemble à une guêpe, c'est-à-dire à l'abdomen qui est rayé un peu comme une guêpe. Mais seulement on la distingue bien parce que les mouches, elles, ont de très gros yeux. Pas comme les guêpes, donc ça fait vraiment un gros masque avec les yeux. Et puis c'est la position des ailes aussi qui permet de reconnaître. D'accord. Parce que les guêpes vont avoir les ailes repliées sur le dos, alors que les cirphes, ces mouches-là, vont avoir des ailes plutôt un peu en deltaplane. Lorsqu'elles sont en repos. Et puis vous avez les chrysopes, donc ces insectes verts aux ailes translucides, on appelle ça des fois des éphémères aussi. Donc ça, ces insectes-là s'attaquent aussi aux pucerons. Bon. Donc pensez à ça. Il faut savoir aussi qu'il y a même des toutes petites guêpes, mais alors là, je parle de guêpes minuscules, parce qu'un puceron, ça fait quoi? Ça fait généralement dans les 2-3 mm, 6 mm quand c'est le puceron qui va sur les conifères, mais sinon c'est dans les 2-3 mm. Eh bien, il y a une minuscule guêpe de 1 mm qui est un parasite du puceron, qui va aller pondre
dans le puceron. Et la larve de la guêpe va se nourrir du puceron. Pour avoir ces petites guêpes-là, il faut aussi laisser les plantes dont elles se nourrissent, qu'elles vont aller butiner. Là, on laisse faire la nature. Donc il faut toujours laisser quelques plantes, par exemple laisser un peu de rumex, vous savez ce qu'on appelle l'oseille sauvage. Ça, c'est une plante aussi qui peut attirer des insectes bienfaiteurs. Il faut toujours laisser un coin sauvage quelque part dans le jardin, ou même à plusieurs endroits. Mais c'est vraiment très très important. Puis c'est toujours aussi tellement intéressant de voir la végétation qui va se développer naturellement. Ce qui va nous donner aussi une indication de la nature du sol, de ce que l'on peut cultiver ici. En parlant de guêpes qui peuvent aller butiner des plantes, ça me rappelle que j'ai oublié justement l'une des utilités des fourmis, c'est qu'elles peuvent elles aussi assurer la pollinisation. En se baladant dans les plantes, elles peuvent aussi trimballer, transporter des grains de pollen et aller et favoriser comme ça la fécondation d'autres fleurs. Donc même la fourmi peut intervenir dans la pollinisation, dans la fécondation et la fructification. Alors, donc voilà pour ce petit puceron vert jaunâtre qui effectivement peut être très gênant par les virus qu'il peut transmettre aux plantes, et puis surtout qu'il peut aussi aller un peu dans tout le jardin. Il peut s'attaquer également aux fuchsias, aux tulipes. Alors, on a aussi le puceron noir de la fève. Vous devez bien le connaître aussi. On le voit des fois, ces amas noirs. On pourra le retrouver sur le petit pois, par exemple. Alors, bien sûr, la fève, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais il va pouvoir aller aussi sur l'artichaut. Il va pouvoir aller sur la betterave, sur le fusain, les capucines. Oui, je sais pas si, effectivement, si vous avez des capucines au jardin, vous avez dû remarquer que bien souvent, on a des amas de pucerons noirs sur ces capucines. C'est en fait ce puceron de la fève. Donc là c'est pareil, il y a toujours les ennemis naturels, et puis pensez à l'eau savonneuse avec le savon noir, à l'eau vinaigrée. Comme les capucines sont généralement au ras du sol, le marc de café peut être aussi très efficace, puisque ça va être, vous mettez votre marc au sol, il va être très proche de la capucine. Donc là, cette odeur du marc va aussi être beaucoup plus importante quand on le fait sur les capucines. Et vous avez aussi des pucerons qui s'attaquent aux racines. Il faut le savoir. Et donc c'est ce qu'on appelle le puceron lanigère. Et c'est un puceron qu'on peut retrouver notamment sur les salades, sur les scaroles, sur les endives. Et quand il attaque, vous voyez, vous avez vos plantes bien sûr qui se flétrissent, et souvent vous avez vos salades qui n'arrivent pas à paumer, parce qu'elles sont beaucoup trop affaiblies, elles se nourrissent pas bien, et elles n'arrivent pas à vous faire les bonnes pommes bien dorées, craquantes que l'on aime dans nos petites salades. En fin de compte, c'est vrai que j'aurais pas pensé qu'il y aurait autant de variétés de pucerons. Eh oui. Alors ce puceron lanigère, en fait, on le voit aussi parce qu'il fait comme quelque chose un peu de cotonneux, de duveteux, un petit duvet blanc qui sert aussi à le protéger. Donc c'est comme ça qu'on peut aussi reconnaître sa présence. Et entre pucerons, il n'y a pas de bagarre? A priori non, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y en a pas un qui est là pour, justement, un puceron qui est là pour éliminer les autres. Non, toi, tu t'en vas. Déjà, tous se nourrissent de sève, en fait. Donc, il n'y a pas les pucerons qui vont manger d'autres pucerons. Oui. Et puis, ils se sont justement spécifiés par type de famille ou de plante. Donc, il n'y a pas vraiment de concurrence entre eux, quoi. Ils ont tous leur niche. Puceron, à son garde-manger. Oui. Je pense que ça doit être un petit peu ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça évite justement les concurrences et ça permet à chacun de se développer. Vous avez aussi le puceron cendré qui, lui, va s'attaquer aux choux. C'est joli quand on le dit comme ça. On a des pucerons vert jaunâtre, on en a des gris, on en a des noirs, on en a même qui sont rosés. On a un peu toutes les couleurs avec les pucerons. Quelle variété! Mais aussi, c'est vrai que ils sont pas trop nos amis. Donc le puceron cendré, il apparaît cendré parce qu'il se recouvre d'un duvet. Sa couleur naturelle, c'est vert. C'est un puceron vert, mais il va être recouvert d'un petit duvet. Et ce petit duvet blanc, sur les individus qui n'ont pas d'ailes et sur les individus qui ont des ailes, c'est un duvet gris. Mais c'est pour ça donc il a ce nom de cendré à cause de ce duvet qui le colore un peu.
Alors, de toute façon, quel que soit les pucerons sur une fleur, ça fait des dégâts. Donc, il faut absolument, justement, pouvoir, malheureusement, mettre le pulvériser. Sinon, si on le laisse, il mange tout. Alors, c'est-à-dire qu'il ne mange pas directement la plante, mais il mange sa sève et il l'affaiblit et il transmet des maladies. Donc, il faut essayer d'être préventif, surtout notamment par rapport à ce puceron du chou. Lui, il atteint son pic fin mai. Donc c'est vraiment en ce moment qu'il est en train de se développer. D'accord. Donc surveillez bien tout ce qui va être de la famille des brassicacées, c'est-à-dire le chou, la moutarde notamment. Par exemple, si vous avez fait des engrais verts avec de la moutarde ou du colza, là ça peut être attaqué par le puceron. Donc vérifiez tout ça pour éviter sa propagation. Alors justement, en préventif, est-ce qu'on peut pas le faire avant ça, qu'il y ait les pucerons pulvérisés, du savon noir, de l'eau vinaigrée justement, pour qu'il n'y ait pas de pucerons? Oui, bien sûr, oui. On peut le faire en préventif alors. Et même déjà, ne serait-ce que le marc de café, puisque lui, c'est son odeur aussi qui va éloigner. Ah ben voilà, donc, oui. Vous en mettez de manière préventive, mais il faut toujours quand même surveiller, bien regarder ce qui se passe, si on n'est pas soumis à une attaque, voir si on a de la coccinelle aussi, si on a ces insectes, et pourquoi pas ramener quelques larves de coccinelle. Bon, aujourd'hui, ça peut s'acheter facilement si on veut de la larve de coccinelle, mais regardez si vous avez une haie, des fois vous pouvez trouver plein de larves de coccinelle dans les haies. Alors pourquoi pas imaginer une petite migration de vos larves de coccinelle. Parce que, attention, si vous achetez des larves de coccinelle, que ce soit pas de la coccinelle asiatique qui va être un peu en concurrence avec nos coccinelles autochtones. Ça s'achète, ça. Donc autant, mais si vous achetez, renseignez-vous, tant qu'à faire que ce ne soit pas de la coccinelle asiatique, mais vraiment de la coccinelle de nos contrées. Tout simplement, c'est pas du tout du racisme, c'est tout simplement pour justement éviter que nos coccinelles autochtones soient mises en concurrence et finissent par disparaître. Bien. Voilà, alors on a donc aussi le puceron vert rosé qui lui va plus sur le concombre, le dahlia, sur les fraisias, pardon. Donc lui c'est dès le printemps aussi, et lui aussi comme tout puceron de toute façon il va entraîner un ralentissement de la croissance des plantes. Donc il faut être vigilant. C'est pour ça aussi qu'au jardin il faut y aller tous les jours. Hein. Oui. Pour désherber, mais aussi en même temps pour regarder l'état sanitaire de nos plantes. C'est vrai. Oui. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller, par exemple, sur un site de la Chambre d'agriculture ou le site de la Fredon, parce que vous allez pouvoir trouver des liens sur justement les surveillances biologiques pour nous dire attention, là, il commence à y avoir de fortes attaques de tel parasite ou telle maladie dans telle zone, ça arrive d'arriver vers nous. Donc justement, si vous voulez être préventif, vous pouvez savoir un petit peu à l'avance quels sont les parasites qui sont en train de se développer, qui sont en train d'arriver vers nous. Donc allez sur des sites tels que les chambres d'agriculture ou la Fredon, F-R-E-D-O-N, Fredon, qui est en fait un organisme chargé justement de la surveillance et de la protection des végétaux. Alors si eux ne donnent pas toutes ces informations-là directement sur leur site, ils vous donneront des liens pour aller vers d'autres sites sur les surveillances biologiques. Ah oui, c'est intéressant ça. Oui, ça peut être très pratique pour anticiper. Voilà, tout à fait, oui. Et de plus en plus, vous aurez aussi des conseils justement sur les luttes biologiques, sur comment lutter contre ces parasites sans utiliser de produits. Et vous avez même la possibilité, dans certains cas, de devenir un référent de ces organismes. Vous aussi, en tant que personne vigilante, alerter, lancer les alertes par rapport au parasitisme. Oui. Si vous êtes vraiment un féru, ça peut être très intéressant de rentrer dans cette dynamique-là. Alors parce que vous avez aussi par exemple le puceron du melon qui lui est jaune vert foncé. Et lui, c'est un puceron qui aime bien la chaleur et qui ira beaucoup sous les serres. Donc pensez aussi, si vous avez même de la culture sous châssis, sous serre, vous n'êtes pas exempt des attaques de pucerons. Donc il faut aussi penser à ça.
Alors, pour tout ce qui est insectes dans les serres, on peut penser aussi, par exemple, là où vous avez les portes, vous savez que dans une serre, il faut toujours quand même laisser une bonne ventilation. On en a déjà parlé notamment pour les tomates, pour éviter l'humidité. Mais on peut faire des espèces de rideaux à lanière aux portes. L'air va passer, et ça peut freiner l'entrée d'insectes. Là, ça fait une barrière qui va diminuer un peu la quantité d'insectes pouvant rentrer dans votre serre. Vous pouvez très bien aussi apporter des coccinelles, pourquoi pas, et puis après, tout ce qui est marc de café. Et là, justement, pourquoi pas aussi penser devant l'entrée d'une serre ou juste après, de mettre des plantes odorantes qui vont aussi faire une barrière par rapport à leurs odeurs pour l'entrée de certains parasites. Là, alors, les plantes odorantes, lesquelles ? Alors, on peut penser par exemple à l'œillet d'Inde, on peut penser à tout ce qui est aussi plantes aromatiques, le thym, le laurier. C'est vrai que l'œillet d'Inde, c'est très très fort comme odeur. Oui, donc pour ça va être intéressant. Pourquoi pas planter des lavandes aussi à l'entrée d'une serre. Enfin voilà, pensez à des petites choses comme ça. Oui, c'est vrai. D'accord. Vous avez aussi... alors par contre, je n'ai pas testé si ça peut vraiment marcher pour éloigner des insectes, mais vous avez peut-être en tout cas au moins pour les moustiques, mais pour la serre ça passe sans grande incidence le moustique. Mais je pensais aux géraniums vivaces qui ont un feuillage très très odorant aussi. Donc là ça peut aussi éloigner certains insectes. D'accord. Donc c'est vrai que penser à mettre ça à l'entrée d'une serre, ça peut aussi vous aider. Alors bien sûr, vous avez le puceron du rosier, donc vous avez vraiment et à chaque fois, ce sont vraiment des espèces différentes. Mais après, ils ne sont pas, comme on l'a vu tout à l'heure avec le puceron du pêcher, ils ne sont pas forcément spécifiques à un seul type de plante. Il peut leur arriver de migrer, mais c'est vrai qu'ils ont des préférences. Mais en fin de compte, il faut aller tous les jours dans le jardin parce que, comme on dit, la pluie, le beau temps, il fait beau, il fait soleil, il pleut, et ça, on va dire, ça augmente un petit peu on va dire, les insectes qui peuvent aller justement dans votre jardin. Bien sûr, puis en même temps, à cette saison-là, ça va tellement vite dans le jardin qu'en y allant tous les jours, vous allez faire des découvertes, quoi. Tout à fait. D'un jour ou l'autre, vous allez constater qu'il y a des germinations qui sont faites que vous n'aviez pas vues, des petites floraisons. Donc il y a toujours un émerveillement en ce moment. Puis en ce moment, on a aussi des parfums extraordinaires déjà dans les jardins, avec toutes les floraisons. Oui. On est bien. On est bien dans le jardin. Le matin, on se lève. Ah, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est effectivement, vaut mieux éviter les heures très ensoleillées et les heures chaudes, c'est pas là qu'on profite le mieux des parfums. C'est le matin. Le matin, et le soir. Très tard le soir. Ça, ce sont ces moments-là qui sont merveilleux. Donc effectivement, allez vous balader dans le jardin tous les jours, faites des découvertes et puis en même temps, surveillez vos petits bébés, quoi. On surveille, les protéger. Et puis n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès des sites dont j'ai parlé, Chambre d'agriculture, Fredon, qui vous aideront aussi à savoir quels sont les risques potentiels encourus en ce moment. Qu'est-ce qui peut nous tomber dessus ? Alors, Pascal, moi, ce que je vous propose aussi, ce qui va nous tomber dessus, c'est peut-être les titres, justement, c'est Pascal, on pense au Pascal, hein. Au Pascal. On va se marquer une petite pause musicale. Avant, ça sera avec Dalida, il venait d'avoir 18 ans. Et Pascal Sevran, ça sent si bon la France. Et c'est pour tous les Pascal, déjà les Pascal de chez nous, hein, parce que nous aussi, hein, on en prend soin de nos Pascal, et pour tous les Pascal. Hein. Et puis cette chanson de Dalida, surtout qu'on les aime, nos Pascal. Hein. Cette chanson de Dalida qui a été écrite justement par Pascal Sevran, et puis tous les deux qui sont décédés en plus au mois de mai. Donc c'est aussi en même temps un hommage, à ces deux personnages importants de la chanson française. C'est vrai, oui. D'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'est à toi, Pascal. Ah, recoucou. Eh bien, nous qui parlions des parfums au jardin, là, et Pascal Sevran qui nous chante « Ça sent si bon la France », mais vraiment tout se coordonne à Puisalène, c'est magnifique. Reprenons donc un peu le cours de nos jardins avec les travaux un peu. On va, comme souvent à chaque émission, faire un peu le tour du jardin potager, du jardin d'ornement et bien sûr du verger. En parlant de faire le tour du jardin, pensez aussi à aller visiter. Il y a toujours beaucoup de jardins qui sont ouverts au public.
Vous avez même parfois des établissements d'enseignement comme des lycées agricoles, des lycées horticoles qui vous ouvrent leurs portes et qui vous présentent leurs travaux, surtout que de plus en plus dans ces établissements, on pense aussi à la protection de l'environnement, à la lutte intégrée. Renseignez-vous aussi auprès des communes qui font des ouvertures, bien sûr dans la région, je pense toujours à Crépy-en-Valois, qui est vraiment un phare pour tout ce qui est protection de la nature, mais également la ville de Beauvais. Donc renseignez-vous, parfois ces villes organisent aussi des visites, des sorties. Mais revenons déjà plus simplement, plus modestement à notre jardin potager. Vous pouvez maintenant effectivement vous lâcher et semer directement en pleine terre, bien sûr, les bêtes, les carottes, le céleri, les chicorées, les scaroles. Et bien non, je sens qu'on va manger de la salade. Le chou cabu, le chou de Milan, les choux de Bruxelles. Tiens, ça me fait penser d'ailleurs que ce week-end j'ai mangé des salades de choux, du chou râpé. Il y en avait préparé avec une sauce au curry, une sorte de préparation à l'indienne. Et puis un autre, c'était avec la plus calorique, avec du comté et du jambon. Mais c'est vrai que c'est bon. Hein, le chou en salade. C'est rafraîchissant. Hein. Voilà, c'est vrai que souvent on parle de taboulé pour les salades l'été avec un peu de menthe, mais des salades de chou. Vrai que ça change. Ça change, et puis en plus le chou est très très bon pour la santé, c'est un très bon antioxydant pour justement se prémunir des risques de cancer. En Amérique du Nord, le chou est vraiment une star. On vous en sert, moi quand je suis allé au Canada, on vous en sert bientôt à tous les repas. Que ce soit cru, cuit, en soupe, vous le retrouvez pratiquement tout le temps. Donc nous aussi, ce serait bien qu'on le mette un petit peu plus au goût du jour. En plus, quand vous le faites avec le curry, bien sûr, il y a cette couleur du curry un peu jaune. Si vous faites du chou rouge, il y a une autre couleur. Donc rien qu'en faisant que du chou, vous pouvez mettre plein de couleurs dans vos assiettes, dans vos plats, avoir une table très attrayante. Et puis vous savez que vous faites du bien, vous vous protégez avec tous ces antioxydants. Donc le chou, ce n'est pas que pour faire la potée ou que pour faire la choucroute, même si là aussi la choucroute, justement tout ce qui est fermentation, et il n'y a pas que le chou qui peut se préparer comme ça, c'est également très bon pour la santé avec tous les probiotiques qui se développent au cours de la fermentation. Alors, outre les choux, vous pouvez aussi semer en pleine terre les concombres, les courges, le fenouil, les haricots, le navet, préparer aussi vos poireaux d'hiver, le pois à grains ridés notamment, les potirons, les radis. Les radis, de toute façon, on peut en planter très souvent, puisque il y a beaucoup de variétés qui se font en 18 jours, donc vous pouvez en mettre sous châssis. Par moment, je fourche. Je vous rappelle aussi que le radis, il est assez gourmand en eau. Donc, s'il y a un temps un peu sec, si vous voulez avoir des radis qui poussent effectivement rapidement, qui ne sont pas trop piquants, là, faut pas hésiter à apporter de l'eau. Par rapport aux citrouilles, par exemple, si vous envisagez de mettre de la citrouille, du potiron, vous savez que vous pouvez mettre des grilles, faire des grilles un peu en hauteur pour que vos citrouilles ne se développent pas sur le sol, ce qui va éviter des risques de pourrissement, et puis ce qui va éviter aussi qu'elles soient salies. Et puis éventuellement, vous pourrez, pourquoi pas, planter quelque chose en dessous. Donc même simplement à 20 cm du sol, vous mettez des piquets, vous faites reposer une grille comme un caillebotis, et vous ferez courir vos citrouilles, vos potirons sur ces grilles. En plus, comme ça, la plante sera très bien aérée, il y aura une circulation d'air, donc vous allez réduire considérablement les risques de pourrissement sur vos fruits, et puis éviter aussi que ce soit sali. Et éventuellement faire un petit semis en dessous de plantes qui se protègent du soleil. Alors, si vous avez bien sûr fait des semis en godet, sous châssis, c'est le moment aussi bien sûr de mettre tout ça en pleine terre. Et là, vous pouvez y aller aussi pour replanter des aubergines, parce que l'aubergine est très sensible au gel. Du céleri, des chicorées, des brocolis, tout ce que vous souhaitez comme type de chou. On peut tout mettre alors. Là maintenant, oui. On met tout. Les piments aussi, le piment, aubergine, ça c'est la même famille, les poivrons. Là, tout ça, effectivement, vous pouvez y aller. Alors, du maïs éventuellement. Alors là, pareil, souvenez-vous que le maïs est très, 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 je pourrais aller loin comme ça, gourmand en eau.
hein, donc oui. voilà, ça se plante pas non plus n'importe comment le maïs. Par contre, c'est vrai que si vous avez un sol humide, Et du maïs il peut pour manger ou du oui, maïs du maïs doux, oui. Ah d'accord. Ouais, le maïs doux. Ouais. Après, ça peut être du maïs aussi si vous avez quelques volailles, vous pouvez le faire. Mais bien sûr, le maïs doux à manger, c'est très bien. Et c'est assez joli, hein, c'est vrai, quand Oui. vous avez fleur Et de vous maïs. avez même certaines variétés qui montent à plus de 2 mètres, quoi. Ah oui. Et vous avez certains maïs Oui, qui c'est sont vrai. très très grands. Hein. Mais alors, vous avez plusieurs variétés en ce qui concerne, c'est vrai, Oui, le et maïs. même sur la couleur des grains. Les grains de maïs ne sont pas forcément uniquement jaunes. D'accord. Vous en avez qui sont tachetés, vous avez des grains qui sont noirs, et vous avez même des fois, ça c'est beaucoup utilisé quand on fait des travaux sur la génétique. Dans un seul épi, vous pouvez retrouver des grains jaunes, des grains noirs, et on compte comme ça justement le nombre de grains de couleur pour savoir comment un gène se transmet au cours de la fécondation chez les plantes. C'est des exercices, tout comme il y a eu beaucoup d'exercices de génétique qui ont été faits sur les pois, comme notamment par Mendel, mais le maïs est aussi un très bon outil pour travailler là-dessus. Et ça peut être intéressant là aussi avec des enfants, de leur montrer que oui, certes, ça s'appelle du petit pois, mais il y en a qui ont des grains lisses, il y en a qui ont des grains ridés, il y en a qui sont plus farineux, il y en a qui sont plus sucrés. Et le maïs, c'est pareil, vous avez des grains de différentes couleurs, il y en a qui est plus sucré, il y en a qui est plus doux, il y en a qui sera plus pour notre consommation, d'autres qui sera plus pour les animaux. Pareil chez les tomates, pareil chez les pommes de terre. C'est ça qui est important aussi, c'est de montrer la diversité. Un moyen d'aborder la diversité avec les enfants, c'est aussi le jardin, montrer toutes ces variétés et leur montrer que la pomme de terre, c'est pas que la pomme de terre du supermarché, Oui. qu'il y en a énormément d'autres. Bon, les pommes de terre, là, c'est trop tard. Hein. Ça y est, c'est fait. Elles sont bien montées. Hein. Bon, c'est pareil. Bon, la pomme de terre, allez, on la récolte au mois de septembre, hein, je crois, hein, la pomme de terre. Hein. Oui, on peut. Il me semble. Hein. Tout dépend comment on a cultivé aussi. C'est vrai, si on a fait une culture sous couche, ça peut avoir poussé même très vite et on peut avoir des petites pommes de terre nouvelles très rapidement. Hein. C'est tellement pratique, des petites pommes de terre grelots. Là, on prend même pas de temps pour les éplucher et hop, on fait revenir ça à la poêle dans un bon petit beurre. Moi, j'aime bien. Je prends un beurre salé, comme ça, j'ai même pas besoin de rajouter de sel. Des petites pommes de terre revenues dans du beurre salé, ça c'est magnifique. Ah, mais je crois qu'on a quelqu'un qui est déjà en apprentissage pour la radio. On a un apprenti. il est tout jeune, il a quel âge? Il a 8 mois. Il veut déjà faire de la radio. Il me fait rire. Il faudra lui apprendre qu'on ne parle pas la bouche pleine. Hein. Les tototes, c'est pas pratique pour parler dans le micro. Ouais, c'est bien, il faut former, il faut leur montrer tout ce qui existe à ces petits jeunes. C'est comme ça que les passions naissent. C'est justement en faisant découvrir aux enfants tout un tas de choses différentes et c'est là qu'ils trouvent leur voie. Il faut les aider. On est là aussi, nous adultes, pour les guider, ces enfants, et leur faire découvrir un maximum de choses et les aider à aller là vers ce pourquoi ils sont faits. Et c'est vrai, Pascal, c'est ce qu'on dit pour les enfants dans un jardin, ils sont émerveillés, ils sont bien, ils sont. C'est vrai, quand on voit les yeux, ils sont là. Alors même s'ils vont cueillir une fleur, bon que vous tenez, mais ouais, ils vous la donnent. Je trouve que c'est mignon, hein, quand même. Je vous ai déjà dit que moi, comme gamin, j'ai été émerveillé devant une fleur d'oignon. Oui. Mais ça peut paraître étonnant, mais un gamin qui a jamais vu ça, c'est une belle fleur toute ronde, une belle boule. D'ailleurs, il y a aujourd'hui en ornement, vous avez des variétés décoratifs, c'est vrai. J'en ai là en ce moment qui fleurissent et en plus ça tient très bien d'une année sur l'autre, donc c'est pratique aussi, hein, tous ces bulbes qui reviennent. Regardez la ciboulette qui fait que quand vous la voyez en fleurs, ça fait une boule comme en mauve, hein. C'est joli comme tout. Oui, c'est vrai que c'est une jolie fleur aussi la ciboulette, tout à fait. C'est de la ciboulette, voilà. Ouais. Ciboulette, c'est le même type de fleur. C'est vrai que ça peut très bien se mettre dans un bouquet. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui. Ça garnit très bien. Oui, c'est en train de fleurir en ce moment, oui. Moi, j'ai du thym aussi qui est un peu fleuri en ce moment aussi. Oui, le mien est petit. Oui, c'est vrai. Alors, vous pouvez effectivement, comme on le suggérait déjà tout à l'heure, mettre du paillage dans le potager. Hein, c'est en prévision de temps un peu plus sec et éventuellement.
Qu'est-ce que l'on pourrait imaginer encore sur notre potager? Bon, bien sûr, ça désherber, c'est vraiment le temps. Alors tout à l'heure, vous me disiez, j'ai plein d'herbes dans mes allées. On peut prendre aussi le parti pris de dire, j'aurai des allées enherbées. Hein. Oui, je pense que je suis partie là-dessus. Je peux me battre et puis je me fais aussi de dire voilà un petit carré ce soir je vais faire ça et je marche comme ça un petit peu de façon à pas me décourager. Bah oui, tout à fait. Et c'est ce qu'il faut faire aussi. Ah bah oui, parce que c'est vrai, là, si on regarde l'ampleur, on dit... Si je garde mon allée, oui, bah voilà. Mais sinon, même si on a une allée de gravier, on peut décider un jour, dire, allez, pourquoi pas, je vais la laisser s'enherber, même peut-être, pourquoi pas semer du gazon. Et si on a une tondeuse sur laquelle on peut bien régler la hauteur de coupe, on peut très bien passer une tondeuse sur une allée qui était gravillonnée, dans laquelle il y a de l'herbe qui a poussé. Il y a certains cimetières qui le font, justement, qui ont arrêté d'entretenir des allées gravillonnées, mais n'ont pas enlevé le gravier pour autant. Vous pouvez pour ça aller visiter à Lille le cimetière de l'Est. C'est tout à côté de la gare. C'est pratique. Vous descendez du train, vous allez à pied dans ce cimetière de l'Est, qui est en fait un ancien parc arboré. Et ils gardent ce côté arboré avec des dénivelés. Ils ont même créé des mares dedans. Donc il est paysager en même temps. Et ils font plein d'expérimentations justement sur comment entretenir sans utiliser des produits. Donc il y a plein d'idées à prendre aussi. Mais de toute façon, on va y arriver à justement retirer vraiment tous ces produits, puis à pouvoir imaginer, c'est là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà. Comment ces plantes qu'on connaît pas ou qui nous semblaient gênantes, on peut en faire des alliés. Exactement, ouais. Et même dans un jardin potager, garder des allées enherbées, le système racinaire des plantes qui sont dans les allées peut aussi aider les plantes que vous cultivez dans votre jardin. Il y a toujours ces associations de plantes qui vont bien ensemble. Et puis ça évite, après tout, une allée enherbée. Vous mettez moins de terre sur les pieds. Oui. Ça rentre plus propre. Là encore, quand il pleut, ça permet une meilleure infiltration de l'eau de pluie, plutôt qu'un ruissellement rapide. Le cours de l'eau est freiné et ça va pouvoir mieux s'infiltrer. Donc c'est un parti pris que l'on peut prendre. Mais sinon, effectivement, si vous souhaitez désherber, là, il est le temps, grand temps de s'y mettre, et surtout d'arracher les plantules lorsqu'elles ont peu de racines, ça part tout seul. Ou si justement vous utilisez un désherbage thermique, là aussi c'est bien que sur plantule que c'est efficace. Et encore, je vous rappelle, on ne reste pas le désherbeur sur la plante, ça sert à rien. On passe en marchant normalement, on a l'impression qu'il y a aucun effet, mais on revient 2 heures après, on voit que tout est flétri, tout est grillé, il y a eu un choc thermique qui a tué la plantule. D'accord. Mais bon, c'est pas alors vous dites un désherbeur thermique. Thermique. Donc ça marche avec quoi? Au gaz. Donc il faut se trimballer avec une bouteille de gaz, non? Alors il y a différentes tailles. Hein. Il y en a même, c'est avec des petites bonbonnes de gaz qui se visent, qui sont pas très grandes. Bon, alors après, ça forcément, plus vous avez une bouteille petite, moins vous avez d'autonomie. Mais c'est vrai que bien souvent une critique qu'on entendait, mais le brûleur thermique ça consomme énormément de gaz. Oui, parce que c'est quand c'est mal utilisé. D'accord. Je vous dis, vous y allez et vous allez vraiment d'un pas tout à fait naturel, tout à fait normal. C'est même pas la peine de ralentir votre pas. Vous marchez et revenez 2 heures après, vous allez voir. Alors, mais bien sûr, ce n'est efficace que sur des plantules, une plante bien installée. Alors, probablement que la partie aérienne va quand même être endommagée, mais comme il y a des bonnes racines implantées, elle va repartir. Et là, c'est pareil, votre conclusion, ce sera le désherbeur thermique, ça sert à rien. Non, ça sert quand on l'utilise correctement. C'est pareil, vouloir utiliser une malheureuse Zoé, petite voiture électrique pour aller dans les chemins de terre, faire du 4x4 ou faire un rallye dans le désert, forcément, ça va pas marcher et on dira la voiture électrique, c'est pas efficace. Et le désherbeur thermique, c'est pareil. Si on l'utilise pas à bon escient, forcément, c'est pas efficace. C'est comme tout ça. Il faut savoir bien l'utiliser. Voilà, il faut s'informer. Hein, et je pense que dans les jardineries, de plus en plus, ils sont au fait de toutes les méthodes alternatives et sont prêts à vous renseigner correctement. Donc, n'hésitez pas, allez-y, renseignez-vous, posez les questions. Il y a Internet qui peut déjà vous donner des renseignements. Mais moi, j'aime tellement le contact humain que j'aime bien aller poser les questions. Oui, aller poser les questions. Oui, parce que je suppose qu'il n'y en a pas qu'une sorte de thermo thermique. Là. Non, parce que vous pouvez avoir
cloche, c'est-à-dire ça fait juste une petite partie ronde, un peu comme un chalumeau en fait. Et puis au contraire, vous en avez qui ont des rampes. Donc comme ça peut pratiquement faire la largeur d'une allée, par exemple. Oui. Ça, vous avez qu'un passage à faire dans votre allée. Oui. Et il y en a justement avec bouteille de gaz, type bouteille de gaz qu'on utilise pour une gazinière, mais elle est sur un petit chariot à roulettes. Donc vous traînez ça avec vous, c'est pas... Vous en avez entendu parler en bien sur cette chose-là. En tout cas, c'est mieux que justement que le désherbant. Ah bah oui, là vous n'avez aucun produit chimique. Et puis quand on fait brûler du gaz, il se libère de la vapeur d'eau, un peu de dioxyde de carbone. Enfin, de toute façon, faut pas se leurrer non plus. Il n'y a rien qui n'a aucun impact. Mais là, bien utilisé, l'impact est tout à fait raisonnable. Il faut bien l'utiliser, c'est ça. Alors par rapport toujours au potager, les poireaux, je vous rappelle qu'on peut en planter de mai, donc à partir de maintenant, jusqu'à juillet. Ce qui peut permettre aussi d'échelonner des récoltes. Le repiquer. Oui, le repiquer. Hein. Oui, parce que semer, c'est peut-être non, trop le semer, tard, non. Ah oui, semer, oui, ça serait trop tard. Repique, Là, je parlais bien de plantation, pas de semis. Quand on repique un poireau, il y a peut-être des méthodes à faire, couper la queue, couper les racines. Alors oui, on a toujours tendance à couper un petit peu les racines pour pour stimuler en fait le développement. Oui. Et ne pas forcément le repiquer droit, on peut le repiquer un petit peu en biais. Et pourquoi ? Pour aider aussi l'enracinement, pour favoriser aussi le blanc. Et puis après, bien sûr, les buter si on veut beaucoup de blanc. D'accord. Les buter régulièrement, puisque dès que vous avez une partie végétale qui est à la lumière, elle va faire de la photosynthèse, elle va avoir les pigments, elle va verdir. Donc plus vous butez, plus vous aurez de blanc dans vos poireaux. Ah, tiens, ça c'est bon à savoir aussi. Oui. C'est assez gourmand le poireau. Donc c'est bien dans un sol où vous aviez déjà apporté pas mal d'humus. Là, il sera heureux. D'accord. Alors, bien sûr, il y a la mouche du poireau. Donc là, le souci est très intéressant à planter autour. Et même, vous pouvez mettre poireau et carottes, qui tous les deux sont attaqués par des mouches, mais pas les mêmes. Oui. Donc ça peut aussi permettre d'éloigner chacune qui vont être perdues, parce que celle qui aime le poireau va être perturbée par l'odeur de la carotte, celle qui aime la carotte va être perturbée par l'odeur du poireau. Mais n'oubliez pas les soucis aussi. D'accord. Nos soucis, on les oublie rarement d'ailleurs. En principe, non. Quand on les a. Les soucis. Alors, la Pascale. Oui, il y a encore un petit quart d'heure pour parler de choses et d'autres. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Là, donc, on était dans le potager, l'ornement. On peut encore faire des semis pour des plantes qui pourront fleurir, qui seront des plantes annuelles, donc annuelles ou bisannuelles même. Donc certaines bisannuelles ne fleuriront pas la première année. Oui. Elles ont un cycle de 2 ans et leur floraison n'intervient que la 2e année. D'accord. Certaines plantes fonctionnent comme ça. En pleine terre, bien sûr, on en a parlé, mettre des géraniums, des bégonias, pétunias, impatience. Bon. Avec l'inconvénient, c'est que tout ça, c'est de la plante annuelle, ça demande de l'eau pour la reprise. C'est vrai que si on est vraiment très attentif à l'économie d'eau, on va essentiellement favoriser des plantes vivaces ou au moins bisannuelles pour pas avoir des plantes que l'on repique qui ont besoin de beaucoup d'eau au démarrage. D'accord. Bon, on va pas non plus être extrémiste et complètement dire j'abandonne tout. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plantes annuelles, géraniums et tout qui permettent d'avoir quand même une très belle floraison au jardin. Donc ça serait dommage de s'en passer complètement. Mais si ce sont des géraniums que l'on garde dans des pots l'hiver, ils ont quand même déjà un peu un système racinaire, et ils repartiront plus facilement. Vous avez aussi des bégonias tubéreux, donc qui ont des gros tubercules, qui eux aussi vont bien s'installer sans problème. Une fois qu'il aura, si jamais, parce que là on nous dit que le temps risque de se redégrader, malheureusement, de toute façon chez nous c'est souvent comme ça. Oui, on a 2 jours de beau temps, 3 jours de pluie. Oui, voilà, c'est un petit peu ça. Alors on est quoi ? On est mardi, mercredi, je crois que ça commence à se dégrader. Oui, mercredi, jeudi, il me semble. Oui, malheureusement. Oui, malheureusement, oui. Mais donc on peut préparer un paillage, puis comme ça une fois qu'il aura plu, mettre son paillis pour justement retenir l'humidité qui sera rentrée dans le sol. D'accord. On peut anticiper comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore dans notre jardin d'ornement ? Oui, c'est toujours, même au potager, surtout si justement il se mettait à pleuvoir, être vigilant par rapport aux limaces. Donc les limaces, pour
les éloigner, ça peut toujours être leur mettre un petit tas de végétaux qui se décomposent à un endroit. Elles en seront très friandes et plutôt que d'aller manger c'est mieux le ça, reste, oui, c'est elles vrai. iront grignoter là où vous leur avez mis un petit tas qui à la fois leur servira d'abri et de nourriture. D'accord. Si vraiment vous êtes dépassé par les limaces, vous savez qu'en jardin bio, il y a un produit qu'on peut utiliser, c'est le ferramol. Enfin ça c'est un nom commercial, il y a d'autres produits, donc à base de fer, un produit qui en fait perturbe la digestion de la limace et qui la tue, mais qui par contre ne va pas tuer les hérissons, parce que vous avez des produits anti-limaces qui sont très nocifs pour les hérissons. Mais là on n'en voit pas, enfin je sais pas, j'en ai pas entendu parler de limaces. Bah, ils est sec, hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Si on a un temps sec, et encore des fois, malgré le temps sec, il y a les petites saloperies noires, là, il arrive encore des fois qu'on les voit. Hein. Ouais. Mais non, ça forcément, c'est très lié à l'humidité, la limace et l'escargot. Hein. Oui. Alors. Voilà, au verger, bien, c'est pareil, là, comme on en parlait tout à l'heure, des pucerons, hein, faire attention aux attaques des pucerons. Alors, on peut aussi utiliser des insecticides naturels. Bon, le purin d'ortie peut être aussi une possibilité contre les pucerons. Pas trop concentré, hein, pour pas tuer la plante, par contre. C'est ce que j'allais Attention dire. à Alors, ça, hein. il faut savoir l'utiliser aussi, le purin d'ortie. Hein, Oui, et utiliser la bonne dilution, parce que oui. soit on le fait soi-même, soit on en achète, parce que maintenant ça s'achète aussi du purin d'ortie, mais enfin, on peut le faire soi-même. Donc généralement, c'est assez simple, hein, tous les purins que l'on fait, on retient toujours 1 kilo de plantes fraîches pour 10 litres d'eau, ou 100 grammes pour 1 litre d'eau. En plantes fraîches, on parle toujours en plantes fraîches. Et après, ce purin d'ortie, si par exemple vous l'utilisez en pulvérisation, vous allez le diluer à 10%. Hein, donc par exemple, si vous prenez un arrosoir de 5 litres, vous mettrez 1 demi-litre de purin et 4 litres 5 d'eau, par exemple. D'accord. Ça s'achète dans les grandes surfaces, En jardinerie, on doit pouvoir en avoir. Je sais que ça d'accord. se fait par correspondance, mais j'imagine que maintenant on le trouve aussi. Mais bon, est-ce qu'on peut pas le faire soi-même quand même, un Alors purin maintenant, d'ortie? tout le monde n'a pas des orties, hein, aussi. Hein, c'est pareil. il C'est y en un a tort, parce que c'est très important aussi pour attirer certains papillons, certains insectes pollinisateurs. Donc il faut les laisser, les orties. Dans son hein. petit coin Oui. sauvage, là, c'est bien aussi d'avoir des orties, et pour faire son purin, et même pour mettre dans le compost, c'est avant que ça soit monté à graines, bien sûr. Oui. Hein. Parce que là, s'il y a les graines, là, vous jetez, hein, parce que sinon, vous allez On au va en contraire avoir partout. disséminer. Et puis les orties, une fois que ça a commencé, c'est un système racinaire tellement long, ça peut se propager. Moi, je vois dans mon petit jardin, là, au exposé nord, j'avais un petit peu d'ortie, je crois y en être venu à bout, parce que ce qui est bien, c'est que la terre est tellement tassée, c'est que là, les racines ne vont pas en profondeur. Donc, j'arrache, je tire, je peux avoir 1,50 m de racines qui étaient pratiquement des racines traçantes. Oui. Donc, je me dis, bon, bah, c'est bon, avec tout ce que j'ai enlevé, là, je vais être débarrassé. Et puis, l'année d'après, je revois des orties réapparaître malgré tout. Et je retire encore sur un autre bout de racine. Donc dès qu'on voit apparaître, si on veut pas les avoir, effectivement, dès qu'on voit, faut pas hésiter à tirer dessus, à arracher, ou simplement c'est couper. À force de couper, vous épuisez la plante aussi. Hein. Oui, aussi. Oui. Mais c'est de longue haleine, c'est vrai. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Moi, on m'a toujours raconté dans la famille, dans une ferme où ils creusaient pour faire une cave. Ils ont retrouvé, donc, à plusieurs mètres sous terre, en creusant la cave, de la racine d'ortie. Donc, c'est une racine vraiment qui se propage. Très soit elle est profond, traçante, alors. soit elle va en profondeur. Donc ça explique pourquoi on peut avoir des fois beaucoup de mal à se débarrasser de l'ortie. D'accord. Mais c'est néanmoins une plante intéressante. Et tout le monde a des orties. Hein. T'en as, toi, Laure? T'as des... Le voisin, il y en a. Comment? Mais c'est pas normal, ça. Ah, moi, je les arrache. T'as envoyé ton ortie chez le voisin. Ah non, c'est le voisin qui m'envoie chez moi. Ah bah oui. C'est pas pareil, là. Bon. Oui, on les arrache, les orties. Hein. Mais ça peut servir. Bah oui, ça sert. Voilà. Vous pouvez même, justement, quand vous les arrachez, du moment qu'il n'y a pas de graines toujours, vous pouvez même les poser à même le sol autour de plantes. Par leur décomposition, elles vont aussi apporter... on peut le faire, ça? Bien sûr.
Ah, on Il y a- le il y a- laisse sur place et puis ça peut servir. Ça servira d'engrais aussi. Ça Ah fera- oui, oh, Mais d'accord. bien sûr, toujours avant que ce soit monté à graines. Oui. Sinon, là, c'est la catastrophe. Bah là, en ce moment, ils sont pas à graines. Ils sont bien virulentes, bien piquantes. Bien piquante, oui. ouais. Je peux Ça fait même, ça fait je peux circuler certifier. le sang. Moi aussi, ça fait circuler le sang. Je vous rappelle aussi que vous pouvez les cuisiner. Alors moi, j'ai jamais osé. Est-ce que un poulet aux orties, non? Moi, j'ai pas fait. Moi, j'ai fait des sortes de quiches, de tourtes aux orties. Aux orties. On peut faire de la soupe La aussi. soupe, oui. Dans un pesto, faire une sorte de pesto avec de l'ortie. Donc c'est de l'amande écrasée et puis de l'ortie broyée. C'est très bien aussi. Des gâteaux aux orties. Il y a plein de recettes avec l'ortie. J'ai pas encore osé le Il va faire. c'est falloir vrai que- essayer pour voir. Hein? Ouais, mais c'est vrai qu'en pesto sur un petit morceau de pain grillé, c'est très bon. Ah oui, là peut-être. Oui, là oui. Et sans me dire que c'est de l'ortie, mais bon, ça doit être. Mais on finit même justement par reconnaître le goût et puis non. Et puis c'est riche en minéraux, non, puisque vous savez que c'est aussi l'ortie, c'est ce qu'on donne justement on fait des sortes de petites pâtés quand il y a des nichés notamment de canards pour les canetons, pour leur donner un peu de vigueur. Ah, On oui, leur donne d'accord. Oui. on leur prépare Des petites pâtés des petites d'ortie. pâtés avec oui. de l'ortie, ouais. Oui. Oui. Donc non, c'est très bon. C'est vrai que cuit, pourtant, si dans des gâteaux on en trouve, j'avais peut-être trop cuit. Je l'avais fait comme ça une fois dans une quiche. Et c'est pareil. Je Alors me disais c'est Pascal, plus pour le fun que pour le goût, quoi. il y a quand même un dosage. Oui, et puis je pense la cuisson aussi quand même. Ça c'est en faisant qu'on finit par apprendre, qu'on maîtrise mieux. Ah oui. Moi c'était un coup d'essai et j'avais été un petit peu déçu du résultat. Mais en tout cas, on sait que ce que contiennent ces orties est bon pour la santé. Du moment qu'on est dans une zone où c'est pas traité, bien sûr. Donc même si ça n'a pas de goût ou pas un goût extraordinaire, de toute façon, si vous faites une quiche, vous allez avoir du gruyère, vous pouvez mettre des lardons, donc le goût il sera donné aussi par d'autres choses. D'accord. Mais vous aurez les éléments intéressants de l'ortie qui seront dans votre quiche, quoi. Mais vraiment en pesto, c'est intéressant. Je pense, oui, en pesto, oui. Bon, maintenant, à essayer, c'est toujours pareil. Comme ça, vous ne pesterez plus contre les orties. Exactement. Ça, c'est pas gagné. C'est pas la fleur que j'aime bien, que j'adore. Alors, avec les douceurs, et si jamais il y a l'humidité qui revient, il faudra faire très attention, bien sûr, à tout ce qui est maladies cryptogamiques, Oui. comme le mildiou, l'oïdium. Donc là, on peut avoir la bouillie bordelaise, qui est à base de cuivre, hein. Mais c'est pareil, ne pas non plus en abuser pour pas apporter toujours plein de cuivre et contaminer le terrain à terme. Mais sinon, contre les maladies cryptogamiques, c'est aussi la prêle. Alors la prêle, on n'est même pas obligé d'en faire un purin, c'est pareil. Vous pouvez couper de la prêle et la poser au pied des plantes que vous voulez protéger. C'est Alors aussi, la prêle, bon, ça c'est pareil, il faut le semer, il faut le, oui, hein. Alors, Parce que la prêle, c'est quoi? C'est un petit peu comme de l'herbe. oui, ça ferait un peu comme une queue de renard. Comme type D'accord. de plante. Alors attention parce que ça peut être très envahissant si vous en mettez dans le jardin. C'est vrai que c'est une plante utile, mais là encore, il faut la maîtriser si vous en plantez dans le jardin. Ou alors si vous connaissez une prairie un peu humide où il y a de la prêle, vous pouvez aussi en trouver. Il y en a qui est très décorative aussi, hein, ça peut se mettre dans un massif, mais il faut penser quand même à la maîtriser. Mais de toute façon, comme on peut en avoir besoin régulièrement, on peut la couper régulièrement, justement, soit pour faire un purin, soit simplement pour déposer un peu comme un paillis autour d'arbres ou d'autres plantes que l'on veut protéger des maladies cryptogamiques. D'accord. Voilà nos petits tours d'horizon. Alors, on n'avait pas parlé d'autres parasites, d'autres insectes. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme parasites? Alors, on pourrait parler aussi de la cicadelle. C'est un petit insecte qui est aussi piqueur-suceur, comme le puceron, et qui va se nourrir de la sève. Alors, elle peut aller vraiment sur beaucoup de plantes. Ça ferait penser à une sorte de petit papillon, en fait. Ça fait quelques millimètres, jusqu'à quand même plus d'1 centimètre. Donc c'est plus gros que le puceron.
Ça va être de couleur un peu blanchâtre. Ça fait presque un aspect un peu poudré, comme si on avait, un peu comme le puceron cendré, un peu comme si on avait mis un peu de poudre dessus, un peu de cendre dessus. Et ça, en ce moment, on peut avoir. Alors, Ah oui, bien sûr. D'accord. Alors, cette cicadelle, elle a une couleur brune, beige, voire verte. Hein, ça dépend des espèces. Là encore, il y a différentes espèces. Et elle peut sauter et voler. Donc tu vois, comme si tes orties, ça saute, ça vole et hop, ça vient chez toi. En fin de compte, si vous avez un voisin qui est envahi de toutes ces petites choses-là, forcément, si vous êtes à côté, ça vient chez vous. Ah bah oui, ça bien sûr. Voilà. Donc en fait c'est une proche cousine du puceron. Ça fait un peu comme une sorte de mini cigale si on veut. Oui. Il y a plus de 400 espèces de plantes qui peuvent être attaquées par ces cicadelles. Alors les plantes qui sont touchées, là aussi bien sûr elles vont être affaiblies puisqu'on leur pompe de la sève. Dans les cas extrêmes elles peuvent se faner même, hein, et montrer vraiment de très grands signes de faiblesse. Ça peut entraîner aussi une décoloration du feuillage, d'abord sous la forme de petites taches, de petits points de décoloration sur la feuille. Oui. Et puis les taches deviennent de plus en plus étendues. Et on va trouver aussi, comme avec le puceron, une sorte de miella. Les feuilles peuvent faire un peu collantes quand on les touche, à cause de ces déjections de sève qui ont été pompées dans la plante. Alors, même chose, même système, savon noir, marc de café, on met ça aussi Alors, comment on va faire ? Eh bien, on peut faire des pulvérisations avec le pyrètre, qui est un insecticide naturel. Donc ça s'achète. Du savon noir, oui, tout à fait. Alors, de l'eau vinaigrée. Alors, l'eau vinaigrée peut-être moins, mais en tout cas le savon noir. Savon noir. Le oui. pyrètre, donc un insecticide naturel. Après, il y a des petites guêpes aussi qui détruisent les larves, comme pour les pucerons. Mais là, il y a vraiment, c'est vraiment une petite guêpe qui est un prédateur vraiment spécifique de la cicadelle blanche, et qui se développe un petit peu, mais on n'en a pas forcément partout. Il y a l'INRA qui essaie justement d'élever cette guêpe pour essayer de la diffuser, pour faire une lutte biologique. Mais donc le plus simple pour nous, ça va être le savon noir, et puis des insecticides naturels. Alors, Pascal, le savon noir, c'est pareil. La dose, c'est quoi sur, je sais pas moi, un petit truc à pulvériser comme ça. C'est un verre de savon noir. C'est le restant de l'eau, bien sûr. Oui, forcément. il faut un en verre, mettre. ça fait pas beaucoup. Non, il faut en mettre peu. Hein, ça... Ah, d'accord, un petit peu. Oui, non, c'est cet aspect savonneux, collant aussi, qui va les éloigner. Oui. Non, c'est pas la peine de faire trop concentré. Puis de toute façon, si c'est trop concentré, ça aura du mal à passer dans le pulvérisateur. Donc, justement, laisser quelque chose de bien fluide quand même. D'accord. Alors, ces cicadelles, ce qui est rassurant, c'est qu'elles n'ont qu'une seule génération par an. C'est pas quelque chose qui va se multiplier comme ça. C'est-à-dire, tout au long de elles l'année. font une fois et puis après, c'est tout. Voilà. Alors, la femelle va pondre ses œufs dans les plantes, dans le tissu des plantes. Oui. Hein, et puis, ça peut être dans un bourgeon, ça peut être sous l'écorce. Et ce sont les larves qui vont être là maintenant actives à partir à peu près de la mi-mai jusqu'à la fin septembre. En fait, il y a qu'une seule ponte, mais les larves, elles vont être actives pendant toute la saison, hein, de là jusque fin septembre. Et elles vont avoir, ces larves, 5 stades avant de devenir adultes, 5 stades de nymphes en fait, 5 stades de transformation avant d'atteindre leur âge adulte et de pouvoir l'année suivante pondre dans les plantes. Mais donc c'est vrai qu'on peut, si on voit qu'on a une plante infestée, le mieux, c'est probablement, si on peut vraiment le faire, c'est détruire cette plante, puisqu'on sait que il n'y a pas d'autres adultes qui sont en train de pondre ailleurs. Ah oui. Hein, donc là, on va détruire les larves qui seraient devenues adultes pour la reproduction de l'année suivante. D'accord. Ça peut être aussi un bon moyen de s'en développer.
Bon, voilà, quelques petites idées comme ça qu'on pouvait se dire sur les parasites qui nous ont amenés jusqu'à 16h. Ah ben oui, c'est ce que j'allais dire. Il est 16h sur Radio Puisalène. Je pense qu'on a fait un bon petit tour là en ce qui concerne à parler un petit peu de tout, de nous éveiller, puis oui, d'éveiller un peu la curiosité, puis d'aller chercher, parce que c'est vrai qu'on aurait pu parler des courtilières. Ces courtilières sont des insectes qui sont dans le sol. C'est assez amusant d'ailleurs quand on en trouve. C'est un insecte assez gros, qui fait bien 2-3 cm, oui, et qui a les pattes avant un peu comme des pattes de taupe. C'est vrai que si on voit ça pour montrer à un enfant, c'est aussi étonnant, parce que c'est pas un insecte qu'on voit tous les jours, mais c'est spectaculaire les pattes avant, justement pour pouvoir se déplacer sous le sol. Et c'est vrai que c'est bien d'aller faire un petit tour avec les enfants et surtout observer, voir un petit peu, parce que bon, nous on passe dans notre jardin, moi je vais pas regarder, je vais pas me mettre à genoux par terre, mais maintenant je vais peut-être le faire, regarder un petit peu par terre, tiens la fourmi, le puceron là, et puis bien expliquer un petit peu. Tu vas ramper dans ton jardin, toi. Transmettre. Non, mais transmettre, et c'est vrai que les enfants. Avoir une mamie vigilante. Ah oui, tout à fait, oui. Touche pas à ça, mais pas dans la bouche. Oh, finalement, tu peux goûter. Amen, bien sûr. Merci. Merci Pascal. Merci d'avoir fêté les Pascal aussi. Ah oui, on va bien le fêter. On retrouve toujours la convivialité de Puisalène. Eh bien, on se retrouve dans un mois, premier mardi de chaque mois. Là, tu n'oublies pas. Je vais essayer de m'y tenir, mais ça peut dépendre aussi des fois d'un emploi du temps fluctuant, malheureusement, parce que comme je bouge beaucoup. Là, je suis 3 jours à Compiègne, mais après, je repars en Normandie. La semaine dernière, je ne suis même pas venu du tout dans l'Oise. Vous vous rendez compte, mon département natal, j'ai même pas rendu visite pendant toute la semaine. Ah là là, oui, c'est comme le temps passe vite et puis on a le temps de rien faire. Et c'est vrai. Un petit peu ça. Les années, c'est vrai, sont de plus en plus courtes. Oui. D'année en année, c'est fou. Je suis bien contente que tu le dises, parce que non, mais c'est vrai. On nous dit qu'il y a 365 jours, mais moi, je crois qu'on nous en enlève tous les ans. Non, ça passe trop vite. Ça passe trop vite, c'est pour ça qu'il faut profiter. Profitons. Alors, là, c'est le premier dans un mois, donc un premier au mois de mai, donc ça va être au mois de juin, forcément. Au mois de juin, ce qui nous amène au 5, non, on est au mois de juillet, là. Alors, moi, j'ai toujours un petit peu d'avance. Alors, le 6 juin, d'accord. Donc tout le monde prend ce rendez-vous, notez bien sur vos petits agendas, le 6 juin, donc ici avec Pascal Loï, donc pour parler aussi l'évolution du jardin, les fleurs. Si vous avez des idées, si vous voulez de parler de quelque chose, eh bien n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci Pascal, merci Laure. Laure, on te retrouve toi dans une petite heure là. Oui, avec Séverine et ses enfants. D'accord, Séverine et les enfants de Resson-sur-Ma. Voilà, on sera ici, on sera à l'écoute. Restez à l'écoute. Pour le moment, eh bien, on se fait une petite heure de Athéna. Athéna, c'est de la belle musique qu'on vous a programmée, à moins qu'on vous fasse une petite programmation, mais là tout ça dépend. On met Athéna, on regarde si vous avez des petites musiques, et puis continuez d'écouter Radio Puisalène. Dans une petite heure, on reprend l'antenne ensemble avec Séverine, les enfants de Resson, Laure à la technique, moi qui sera derrière, et on aura aussi l'intervention d'une Madame Anne-Marie. Madame Anne-Marie, on essaiera de se faire un petit insert téléphonique justement avec les enfants de là-bas. On vous donnera la petite information dans une heure. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Merci Pascal. Bonne fête encore. Bonne fête. Et gros bisous. Bonne fête. Gros bisous. Gros bisous. Bah oui, gros bisous Pascal quand même, c'est ça. T'es jalouse? Tu en fais à côté de lui. Moi, j'ai un carreau qui me sépare de Pascal. Bonne fête, Pascal. Un gros bisou aussi, bien sûr, à tous les Pascal et surtout à nos 2 Pascal, nous ici à Radio Puisalène. Excellente après-midi sur Radio Puisalène. Continuez de nous écouter. Et là, tu nous as calé. Eh ben là, on va avoir une petite annonce et après, je passerai Nous les amoureux avec Jean-Claude Pascal et Jean-Pierre Pascal. Regarde-moi encore. On continue avec les Pascal, c'est merveilleux. Merci de cette délicate attention. Les amoureux, nanana.